Merci à vous d'être encore aussi nombreux pour cette dernière conférence du cycle, de la saison 1 du cycle Construire, se loger, habiter. Oui, nous fonctionnons par saison comme les meilleures séries, mais ça marche. Donc, la prochaine saison, il faut patienter jusqu'au 19 janvier. Donc le 19 janvier, nous aurons Madeleine Levaux-Fernandez pour la Ceinture Noire de Paris, habiter sur la zone qui et comment. Pour finir cette année en beauté, Alexis Markovix pour la belle époque de l'immeuble parisien, la dernière conférence de ce cycle. Alexis Markovix est directeur pédagogique de l'école Camondo. Il a publié très récemment chez Marais Martin l'ouvrage dont vous voyez ici la couverture, La belle époque de l'immeuble parisien. Et il va vous présenter tout de suite ses recherches à ce sujet. Bonne conférence. Oui, donc bonsoir à tous. Je me suis permis de mettre en exergue la couverture de ce livre, effectivement publié par l'éditeur Gaël Martin, chez Marais Martin, mais surtout c'était l'occasion de remercier, puisque je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, le Comité d'Histoire de Paris qui a coédité le livre. Et sachant que c'est un livre qui est tout simplement une thèse, c'est l'édition de ma thèse de doctorat, ce qui est assez, j'allais dire, assez exceptionnel, en tout cas de trouver des éditeurs et des financements pour publier des travaux universitaires, ce qui est assez compliqué, et donc je ne saurais trop les remercier. Et puis les remercier aussi de m'inviter à parler ce soir pour ce dernier épisode de la saison 1, donc une lourde responsabilité, mais avec l'idée que je tiens à remercier le Comité d'Histoire, mais aussi les Archives de Paris, parce que tout ce travail n'aurait pas été possible sans les archives, puisque principalement ce travail universitaire s'est fait ici, dans la salle qui se trouve au-dessus de nos têtes, ou quasiment, c'est-à-dire la salle de lecture des Archives de Paris. Alors je vais vous en parler avec ici cette thématique, construire, se loger, habiter. Moi je vais peut-être partir sur le construire, c'est-à-dire que je vais voir les choses peut-être du point de vue de l'architecture, puisque je suis historien de l'architecture. J'ai été l'élève de François Loyer, certains d'entre vous peut-être le connaissent, François Loyer qui a édité et publié un certain nombre d'ouvrages fondamentaux sur l'architecture du 19e siècle et entre autres sur l'immeuble parisien. François qui a été mon maître et qui avait dirigé ce travail universitaire qui donc a fait l'objet de cette publication. Alors, entrer dans la question de la belle époque, je vais commencer par vous dire et vous parler de tout ce dont je ne vous parlerai pas justement. C'est-à-dire que la première chose qui me semble importante, c'est de poser un contexte. Et le contexte architectural et urbain, c'est celui de la ville post-haussmannienne. Alors post-haussmannienne parce qu'il y a eu l'haussmanisme. Nous, historiens de l'architecture, on y voit des périodes, le pré-haussmanisme, l'haussmanisme et le post-haussmanisme. On est évidemment après Haussmann. Et pour illustrer cette période, je vous montre ici une gravure qui nous montre la vue de l'Opéra telle qu'elle aurait dû être d'ailleurs et non pas telle qu'elle est aujourd'hui. Gravure qui date de la fin des années 1860, donc avant la chute de l'Empire, et qui nous montre l'avenue avec ces immeubles ordonnancés, c'est-à-dire tous semblables jusqu'au bout, jusqu'au pavillon du Louvre, jusqu'à la place du Théâtre Français, avec cet haussmannisme qui va être véritablement critiqué profondément dans les années 1870-1880. J'allais dire que l'haussmannisme va être attaché aussi à un régime politique qui a été lui-même fortement critiqué, qui s'est très mal terminé, et cette forme d'urbanisation de la ville va passer de mode avec tout ce que cela comporte. Alors on va avoir un certain nombre de théoriciens, urbanistes et aussi au niveau des autorités, je pense entre autres aux édiles municipales, au niveau de la mairie de Paris. Ici je vous montre les planches de Louis Bonnier qui datent des années 1896-97. Louis Bonnier était architecte de la ville de Paris et voilà les propositions qu'il faisait en cette fin du 19e siècle pour la ville à venir, c'est-à-dire qu'on va aménager les règlements parisiens de manière à pouvoir obtenir toute la diversité qu'on pensait avoir perdu avec l'haussmanisation, c'est-à-dire avec une uniformisation de la ville. C'est dans ce contexte que va se développer évidemment cet immeuble de la Belle Époque. Immeuble de la Belle Époque, les historiens de l'architecture ont très souvent vu ou expliqué à travers l'avant-garde moderne, celle de l'Art Nouveau. Et là, je vous montre d'un côté le Castel Béranger d'Hector Guimard, célèbre bâtiment absolument génial par certains côtés,
côté. Et puis tout de suite à côté, une image d'ailleurs qui est tirée des collections de la Commission du Vieux Paris, des photos datant d'une campagne effectuée dans les années 1916-1918. Ici, l'avenue Rapp avec cet immeuble de Jules Lavirotte entièrement couvert de grès cérame. Je vous le montre en noir et blanc, mais effectivement, il faut le voir de visu pour en saisir toute la polychromie. Alors cette avant-garde, Art Nouveau, cette architecture moderne a été parfaitement étudiée, valorisée. Elle se retrouve dans tous les manuels d'histoire de l'architecture. Et j'allais dire que on a vu cette architecture ou cette manière de se loger, ou c'est la question des immeubles, très souvent à travers cette avant-garde moderne. Et puis celle qui, j'allais dire, est encore plus moderne. D'un côté, à droite, l'immeuble de la rue Franklin des frères Perret, 1902, premier immeuble, second immeuble entièrement en béton armé de l'histoire de l'architecture parisienne. Et tout de suite en face, je vous montre celui de la rue Danton, réalisé pour et par la maison Hennebique, architecte Édouard Arnaud. On est au tout début du XXe siècle, en 1901. Ces deux édifices sont modernes parce qu'ils sont en béton armé et ils ont été aussi très largement commentés en tant que spécimen d'une avant-garde qui se développera durant l'entre-deux-guerres. Alors, j'allais dire le troisième domaine très bien expertisé et très bien connu, mais ça je vous renvoie à l'épisode précédent, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le logement social qui a très souvent été mis en avant parce que justement, ayant recours au niveau de la production d'HBM dans la ville de Paris, ayant recours aux techniques d'avant-garde et entre autres au béton armé. Par contre, lorsqu'on regarde la réalité de la production de l'époque, c'est plutôt ça. Et ça, c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins mis en avant. Je vous montre d'un côté à gauche cet immeuble du boulevard Saint-Germain, le 204 boulevard Saint-Germain, qui, construit dans les années 1890, était le nec plus ultra de l'immeuble d'habitation parisien, réalisé par un immense architecte dont tout le monde a oublié le nom, qui s'appelait Julien Gadet. Julien Gadet était professeur à l'école des Beaux-Arts, théoricien. Julien Gadet qui a formé des générations entières d'architectes et entre autres les frères Perret qui sont passés par son atelier. Et Julien Gadet qui propose ici un prototype architectural et urbain qui servira de référence pendant toute la période qui nous occupe, c'est-à-dire jusqu'à la déclaration de la Grande Guerre en 1914. Et puis à côté, une des célébrités locales et parisiennes, Gustave Rive, qui était l'un de ces producteurs d'immeubles de rapport, encore une fois qu'on a à peu près oublié, mais qui pourtant à cette époque-là était bien plus célèbre que Hector Guimard ou les tenants de l'avant-garde Art Nouveau. Et puis dans le sillage ou le sillon de ces grands personnages de l'architecture, eh bien je vous montre à droite un immeuble qui se trouve sur la place Victor Hugo. C'est un immeuble réalisé par Albert Levoivenel, alors là encore plus inconnu du grand public. Albert Levoivenel a construit des centaines de bâtiments et des centaines d'immeubles à Paris, avec à côté un certain Champy, tout aussi inconnu. Simplement ils n'ont pas travaillé tout à fait dans les mêmes quartiers l'un et l'autre, mais voilà des grands producteurs d'immeubles qui, j'allais dire, étaient à l'origine de la production ordinaire de ce Paris de la Belle Époque, celui qui m'a intéressé et qui m'a intéressé à travers la personnalité que je vais vous présenter dans une minute. Alors pour faire bonne mesure, il faut comprendre que l'étude de cette architecture plus ordinaire, moins spectaculaire, a comme mérite, c'est de mettre en perspective celle de l'avant-garde et celle de nos célèbres architectes du début du siècle. Ici je vous montre le 11 rue François Millet, qui fait partie du tour habituel dans le 16e arrondissement des immeubles de Guimard, et ceci ne retire rien au talent de Guimard. Eh bien vous avez un Hector Guimard qui est tout simplement un fabricant d'immeubles comme tous les fabricants de Paris, c'est-à-dire qu'il met ici une annonce trouvée dans un recueil de petites annonces de location d'immeubles. Pour la location s'adresser à Monsieur Guimard, il pratique tout simplement le métier d'agent immobilier comme le font tous les architectes de l'époque et s'inscrit dans une dynamique que je qualifierais tout de suite de commerciale. Et c'est effectivement ce qui m'a intéressé dans ce travail de thèse. Je vais un peu vite, mais c'est pour vous planter effectivement un décor.
qui m'a conduit à m'intéresser et à découvrir la carrière d'Albert Joseph Sellonnier. Sellonnier, né en 1858, mort en 1926, qui va très vite se révéler comme un personnage assez haut en couleur, extrêmement talentueux dans son domaine, c'est-à-dire celui de l'immeuble de rapport. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, vous savez, quand on commence une thèse, vous avez un directeur de recherche qui vous fait des propositions et qui à l'époque, moi je ne savais pas trop dans quel domaine spécifique, en tout cas je pouvais exercer mes modestes talents et encore à démontrer de jeunes chercheurs, je me souviens de François Loyer qui me dit, écoutez, il y a un dictionnaire des architectes ayant déposé des permis de construire qui a été publié par la commission du Vieux Paris, dictionnaire qui réunissait plus de 4000 notices, hein, c'est tout le travail d'Anne Dugas que peut-être certains d'entre vous connaissent, dictionnaire des architectes ayant déposé des permis de construire à Paris entre 1895 si je me trompe pas et 1926, travail long, compliqué et absolument extraordinaire d'un inventaire de tous les dépôts de permis de construire dans la capitale, et parmi lesquels on trouvait Albert Sellonnier. Alors, j'avais pris plein de notices, Anne Dugas à l'époque m'avait reçu dans son bureau de la rotonde de la Villette, j'étais parti un peu à l'aventure dans Paris avec papier et stylo à repérer un certain nombre d'architectes qui avaient, alors le contrat était simple, il fallait chercher quelqu'un qui avait beaucoup produit, quelqu'un qui était évidemment inconnu, quelqu'un qui n'était pas passé par l'école des Beaux-Arts, quelqu'un sur lequel il n'existait aucun fonds d'archives, en tout cas connu. Et l'idée était de commencer à compléter l'inventaire qui avait été fait par la commission du Vieux Paris et de s'intéresser à sa production à travers les archives municipales, c'est-à-dire à travers les archives administratives, c'est-à-dire de sortir et d'aller consulter les permis de construire qui sont conservés ici aux archives de Paris dans la, alors pour moi, fameuse série VO11, j'y ai passé 20 ans de ma vie, c'est-à-dire la série des permis de construire et de la voirie municipale qui conserve tout ce qui concerne les rues de Paris et les dépôts de permis de construire à partir des années 1895, mais il y a aussi des documents beaucoup plus anciens, on en verra un certain nombre. Alors Albert Joseph Sellonnier, le voici ici, et je ne peux que remercier sa famille, en tout cas ses arrière-petits-enfants que j'ai rencontrés longtemps après avoir travaillé sur son œuvre, c'est-à-dire Madame Blandine Vermeau et Monsieur Christian Coinon, qui m'ont transmis des photographies. Alors pour tout vous dire, ça a été un moment un peu émouvant, parce que d'Albert Sellonnier, je connaissais tous ses immeubles, en tout cas je pense presque tous, j'en découvre encore, mais je ne savais pas à quoi il ressemblait. Et ça, j'ai découvert ça beaucoup plus tard, il y a quelques mois de cela, et le voilà ici dans son agence au 31 boulevard Bonne Nouvelle. Architecte qui a réussi, si l'on peut, en tout cas on peut le dire, puisqu'il a déposé à peu près, alors je suis à 240 demandes en autorisation de bâtir. En une vingtaine d'années, il commence véritablement une carrière en nom propre en tant qu'architecte en 1895. Il la termine en 1926 au moment de sa mort, mais on sent effectivement que dès les années 1920, c'est plutôt ses associés qui sont à l'origine, semble-t-il, d'un certain nombre de constructions et de conceptions, mais quelqu'un qui va effectivement marquer le paysage parisien comme nombre d'autres architectes qui sortent, j'allais dire, de nulle part. C'est-à-dire que l'historiographie, les historiens se sont beaucoup intéressés à l'école des Beaux-Arts, aux diplômés, sans regarder les faits qui nous aveuglaient finalement. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les 4000 notices sorties par la commission du Vieux Paris, 4000 maîtres d'œuvre à Paris en 20 ans ou 30 ans, sur ces 4000 maîtres d'œuvre, une extrême minorité sort de l'école des Beaux-Arts. C'est-à-dire une extrême minorité vient du milieu académique. La plupart ont été formés sur le tas, sur le chantier, dans l'entreprise, dans les cabinets d'architectes de l'époque, et ont, j'allais dire, fabriqué la ville, pour reprendre un propos d'historien mais aussi d'architecte, cette ville 1900, cette ville de la belle époque. Alors voilà, une œuvre de Sellonnier que tout le monde connaît sans le savoir, c'est celle qui se trouve ici, l'actuelle brasserie du Dôme, qui je crois a fait l'objet de quelques articles de presse récemment. Le Dôme va mal, mais cette immense construction qui se trouve à l'angle du boulevard Montparnasse, boulevard du Montparnasse, rue de l'Ambre et boulevard Raspail, construit en 1898, ici je vous montre une carte postale évidemment
d'époque, cette immense construction qui est l'œuvre d'Albert Sellonnier. Albert Sellonnier qui ne s'est pas arrêté là, hein. Il a construit le 108 ici, mais aussi le 206, que je dise pas de bêtises, le 204 qui se trouve là, et puis un ou deux autres dans la rue de Lambres. Enfin, on est effectivement face à une multiplication de chantiers dans des territoires assez bien déterminés. On va en reparler dans une minute. Alors, on trouve peu de choses sur le personnage, mais lorsqu'on en trouve, on le décrit comme un maître d'œuvre hors pair, c'est-à-dire quelqu'un qui sait mener un chantier et quelqu'un qui sait le mener de manière extrêmement efficace. On parle du maître de l'œuvre, du maître incontesté de l'œuvre. J'ai trouvé un article dans une revue d'ingénieurs qui le décrit comme étant effectivement d'une redoutable efficacité. En fait, de quoi s'agit-il? Albert Sellonnier, effectivement, j'ai essayé de le tracer, en tout cas de tracer son parcours professionnel. Il est issu d'une famille assez modeste. Son père est cuisinier, on vient de la grande banlieue parisienne et on s'installe à Paris et manifestement Albert Sellonnier va faire son service militaire dans le génie militaire et c'est là qu'il apprend tout simplement son métier, le génie militaire qui était une des formations possibles pour rentrer dans l'entreprise et c'est ce qu'il fait. Il est lié à un milieu d'entrepreneurs de maçonnerie parisiens, entre autres les Grousseau qui était une grosse entreprise, Grousseau père et fils et frères, un petit peu comme les Perret à la même époque, et vraisemblablement il fait un apprentissage, peut-être comme compagnon, là je n'ai pas non plus retrouvé de faits certains, mais ce que l'on sait c'est que dès la fin des années 1880 vers à l'époque de l'exposition universelle, 1889-1890, il est entrepreneur de maçonnerie, et il va effectivement, exercé dans l'entreprise, comme tout le monde d'ailleurs à l'époque, avant, après, pendant l'exposition universelle. Alors on monte une entreprise de maçonnerie avant l'expo, on la fait tourner pendant l'expo et en général on la met en faillite après l'expo et il va avoir comme cela 2 ou 3 entreprises à la suite les unes des autres, mais c'était un moyen effectivement de commencer à exercer une profession qu'il déclarera toujours dans les documents officiels au moment de son mariage, au moment de la naissance de ses enfants, profession d'architecte. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. À l'époque, on peut faire fortune dans le milieu de l'entreprise et de manière beaucoup plus certaine que dans le milieu de l'architecture. Alors, il vaut mieux être entrepreneur qu'architecte. C'est un métier beaucoup plus rentable. Eh bien, Albert Sellonnier est quelqu'un qui veut devenir architecte. Et il va l'être à partir de 1893. Alors, je vous montre ici rapidement des extraits d'honoraires. Ça ne vient pas des archives de Paris. Ce sont les rares archives privées que j'ai pu réunir, qui viennent en fait de la famille des descendants du commanditaire d'un immeuble qui se trouve au 204 boulevard Raspail, que je vous montrais à l'instant, et c'était un pharmacien qui a fait construire l'immeuble avec sa pharmacie au rez-de-chaussée, et ici vous avez la note d'honoraires de l'architecte. Alors c'est un métier difficile, architecte, on est payé au pourcentage des travaux, et donc il y a effectivement le budget pour les travaux, et c'est ce qu'on voit ici, ce sont toutes les entreprises qui ont travaillé sur le chantier, le montant global des travaux, et les honoraires de l'architecte, ici à 5% du coût total des travaux, et Sellonnier ne prend jamais que 5% du coût total des travaux. Travaux qu'il a dirigés, mais qu'il a aussi vérifiés, puisqu'il a exercé tour à tour le métier d'entrepreneur, mais aussi le métier de vérificateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné de sa carrière, il travaille à la fois pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il est entrepreneur et puis en même temps il travaille pour les cabinets d'architectes auprès desquels il pratique le métier de vérificateur. Vérificateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vérifier les devis qui sont proposés par les entreprises, et voilà un devis vérifié par Sellonnier. Il n'y a pas une ligne qui ne soit pas corrigée au centime près. Et alors je peux vous dire, pour en avoir épluché un certain nombre, c'est absolument extraordinaire. Il se réfère aux séries de prix, il a un métier, alors il a aussi des employés qui le font à sa place, mais en général il passe derrière, il rajoute au crayon un certain nombre de notions et de données, et effectivement on épluche l'ensemble des devis soumis par les entreprises, et on les réduit parfois au tiers, parfois de la moitié, avec souvent des réclamations, chose assez étonnante d'ailleurs, parce que ça aurait pu produire ou du moins induire une rupture avec le monde dans l'entreprise. En fait, il n'en est rien. Sellonnier est absolument redoutable en affaires, c'est évident, mais s'il est aussi redoutable en affaires, c'est qu'il défend les intérêts de ses clients, c'est-à-dire des gens qui vont placer de l'argent dans ses immeubles de rapport et qui vont lui commander ses constructions.
on verra que la plupart du temps, eh bien, ironie du sort, ce sont beaucoup des entrepreneurs. Et là, il y a une espèce de logique absolument implacable. Entrepreneurs qui ont travaillé avec lui, qui connaissent son efficacité. Cet architecte, eh bien, pratique, comme tous les architectes de l'époque, on vient de le voir avec Hector Guimard, on est aussi agent immobilier. C'est-à-dire qu'on gère la location, la mise sur le marché, à la fois des immeubles, puisque l'unité capitalistique, c'est l'immeuble, hein, on loue son appartement à Paris, et par contre on est propriétaire d'un ou plusieurs immeubles. Je vous rappelle que le système de la copropriété n'apparaîtra que dans les années 20 avec les lois de 1926 et surtout de 1928, mais qu'avant cela on est propriétaire d'un immeuble et ensuite on loue les différents appartements. Eh bien Albert Sélogne assure effectivement ce travail d'agent immobilier. Il assure aussi la gestion et le suivi de ces immeubles. Ça, ce sont des documents qui sont sortis des archives de Paris. Entre autres, ce que vous voyez au crayon, c'est donc une publicité, et au crayon sont reportées les valeurs locatives de chaque étage. Ça, ce sont les archives fiscales qui sont conservées ici pour calculer tout simplement la valeur locative de l'immeuble et donc l'impôt sur ce même immeuble. Et puis, je vous emmène hors de Paris, parce qu'évidemment, une des questions que je me suis posée pendant longtemps, c'est est-ce qu'il y avait des constructions ailleurs? Et j'en ai trouvé entre autres par l'intermédiaire d'un personnage assez étrange, en tout cas que j'ai mis du temps à identifier, en tout cas en ce qui concerne sa profession. Il se trouve qu'un certain nombre d'immeubles qu'on peut croiser dans Paris, et Dieu sait s'il y en a, d'Albert Sélogne sont co-signés d'un certain Albert Saint-Blancard. Et donc on a une agence, pardonnez-moi le terme un peu anachronique, un cabinet d'architectes qui s'appelle Sélogne et Saint-Blancard. Et j'avais retrouvé des documents ici aux archives de Paris disant à son client, voici mon nouveau papier en tête, ma nouvelle raison sociale, Sélogne et Saint-Blancard. Et pendant longtemps, on a pensé que Saint-Blancard était un architecte. En fait, il n'en est rien. Et ça, ce sont aussi les archives fiscales qui me l'ont appris. C'est-à-dire en pistant l'adresse de Saint-Blancard dans les calepins du cadastre, on trouve la profession en général des locataires. Et à l'adresse de Saint-Blancard, on trouve Monsieur Albert Saint-Blancard, pas de problème. Et il est publiciste d'annonces d'une revue d'annonces qui s'appelle les Petites Affiches Balnéaires. Les Petites Affiches Balnéaires, qui est tout simplement une feuille de chou, une publication assez sommaire d'ailleurs, qui propose à la vente des terrains, des immeubles et à la location des appartements ou des maisons. Et en fait, l'association entre Saint-Blancard et Sélogne, c'est l'association entre un promoteur et un architecte. Et ce promoteur et cet architecte vont être à l'origine du lotissement près de Dieppe, sur la côte d'Opale, de Varengeville. Et cette image montre tout simplement Varengeville dans son état initial. C'est Albert Sélogne et Albert Saint-Blancard qui ont inventé cette station balnéaire, avec ici cette superbe villa qui est du dessin et de la main d'Albert Sélogne, la Lézardière, qui existe toujours. Et où Albert Sélogne et Saint-Blancard vont réaliser le réseau de voirie, l'implantation des différents chalets, on parle de chalets à l'époque, et les vendre un par le biais de cette revue, les Petites Affiches Balnéaires. Alors je vous passe les détails parce que les Petites Affiches vont se faire attraper par les Petites Affiches, les vraies Petites Affiches, qui vont leur faire un procès pour plagiat bien sûr, et ce à quoi évidemment Saint-Blancard répondra immédiatement en retirant Petites, ça va devenir les Affiches Balnéaires, et en expliquant dans la revue elle-même que si les Petites Affiches lui font un procès, c'est bien parce que elle voit d'un très mauvais œil cette revue qui grandit en puissance et qui est en train de leur faire de la concurrence. On ne recule devant aucun procédé commercial et presque de marketing, ce qu'on maîtrise très très bien à cette époque-là. Tout ça pour dire que voilà, on a affaire à des gens qui pratiquent une activité commerciale. Alors simplement vous dire que ça m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai découvert tout ça, parce que c'est l'époque où justement Julien Gadet, je vous en parlais, grand théoricien de l'architecture, publie son code de déontologie qui est toujours à la base du code de déontologie des architectes aujourd'hui au sein de l'ordre des architectes, code de déontologie qui est publié en 1895, et code de déontologie qui dit justement qu'un architecte, il n'a pas le droit de faire du commerce, il n'a pas le droit de faire de l'entreprise, il n'a pas le droit de faire publicité, exactement ce que font la plupart des architectes de l'époque, et que c'est tout simplement une espèce de définition en creux de ce qu'il ne faut pas faire, parce que la profession se cherche. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, le diplôme n'était pas obligatoire, il suffisait de mettre une plaque sur sa porte, peut se dire architecte qui veut, en exercer la profession n'importe qui. Voilà comment on parlait de cette profession d'architecte encore au début du siècle dans les grands traités s'intéressant à la profession.
Eh bien, ici, un architecte et des entrepreneurs. Je vous en montre un très important parce que ils vont avoir de nombreux travaux en collaboration, dont la Lézardière à Varangeville, qui sera construite par Albert Sellonnier, dessinée par Albert Sellonnier bien sûr, mais construite entre autres pour tout ce qui concerne la charpenterie, par les charpentiers de Paris. Alors les charpentiers de Paris, énorme, immense société de l'époque, c'est Louis Favaron qui en est le directeur. Pour vous donner un peu le ton de l'époque, Louis Favaron dans les revues spécialisées est décrit comme le Napoléon de la charpente. Hein, c'est lui qui a tous les gros chantiers, il a monté des coopératives ouvrières dans un premier temps, et avec ces charpentiers de Paris qui existent toujours bien sûr, là je suis allé fouiller dans leurs propres archives, et qui ont publié un recueil vers 1903 de leurs travaux en collaboration avec des architectes, parmi lesquels on trouve, je crois, une vingtaine de références avec Sellonnier, de mémoire, et qui montrent une collaboration absolument suivie. Il se trouve que Louis Favaron, mais aussi ses coactionnaires de la Société Les Charpentiers de Paris, se retrouveront maîtres d'ouvrage d'un certain nombre d'immeubles parisiens, c'est-à-dire qu'on va constamment trouver des entrepreneurs comme commanditaires, propriétaires de ces immeubles à construire. Alors je vous montre ici ce portrait dessiné par le peintre Grune d'Albert Sellonnier, qui me vient encore une fois des arrière-petits-enfants d'Albert Sellonnier, qui nous le montre ici plutôt en fin de carrière, un homme établi qui a réussi, et qui a réussi à travers ce marché de l'immobilier et ce marché du logement parisien. Et c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous décrire maintenant de manière un peu schématique, mais qui me semble intéressant parce que ça nous explique un peu comment s'est construit un certain nombre de quartiers de Paris, comment se sont construits un certain nombre de quartiers d'arrondissement de la capitale, et j'allais dire aussi nous renseigne sur une manière de les habiter. Des lotissements dans les arrondissements périphériques, un marché immobilier, un marché foncier. C'est-à-dire que la première chose effectivement qui intéresse ces spéculateurs, et il s'agit bien de voir au-delà, de voir loin, de voir dans l'avenir, c'est le principe même de la spéculation, eh bien c'est de trouver du terrain. Alors ce terrain on va le trouver principalement dans les arrondissements de la périphérie. Je vous montre ces quelques tableaux un peu abrupts, mais qui vous montrent tout simplement que les immeubles d'Albert Sellonnier vont se trouver où? Principalement dans le 14e, dans le 15e, dans le 16e, c'est-à-dire les arrondissements périphériques, ceux qui n'avaient pas été encore urbanisés à l'époque haussmannienne. Je vous ai fait ici une petite carte, tous les carrés violets, oui, ils sont aussi violets chez vous, ce sont les lotissements, c'est-à-dire là on les trouve en grappe, et on va construire ici une cinquantaine d'immeubles, ici une vingtaine de nouveaux, et puis par paquet de 6, de 10, un peu partout dans le 16e arrondissement. Puis après tous les points noirs, ce sont tous les immeubles isolés. Ce qui est très étonnant, c'est que vous prenez le Paris Louis XIV, il n'y a rien. S'il y en a un ici, c'est la rue Galande, parce qu'il y a une opération de la ville à cet endroit-là. Mais effectivement, le vieux Paris est absolument exempt de ces immeubles post-haussmanniens. C'est l'endroit, et les quartiers, ce sont les quartiers où on en trouve évidemment le moins. Alors je vous emmène dans le 14e arrondissement, avec cette incroyable vue vue depuis un ballon réalisé par Victor Nalvet. C'est un tableau qui se trouve à la fois, il y en a deux exemplaires, un dans la salle de lecture de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, et un qui se trouve au musée d'Orsay. En fait, pour raconter la petite histoire, c'est Nadar qui est monté dans le ballon avec un appareil photo, on a stabilisé le ballon, on a fait une prise de vue, on a développé la photographie, et ensuite Nalvet a peint, d'après la photographie, cette vue aérienne absolument étonnante. Vous voyez ici l'Observatoire de Paris, surtout la place d'Enfer-Rochereau, pour se repérer le cimetière du Montparnasse. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe ici au bout de l'actuelle avenue du Général Leclerc, qui s'appelait à l'époque la route d'Orléans. Et à cet endroit-là, eh bien, vous avez la paroisse de Montrouge, du Petit Montrouge, pardon, avec la place Victor Hélène Bache, c'est-à-dire le métro Alésia, pour faire simple. Eh bien, c'est dans cette partie-là que un certain Monsieur Darrow possède un immense terrain que vous voyez ici. On en saisit les limites, donc on est à peu près au métro Alésia. La rue d'Alésia n'est pas encore achevée avec ce cadastre du début du 19e siècle. Et je vous ai remis un détail, on voit très très bien qu'on est en rase campagne en fait. On est le long du moins d'une route qui sort de Paris et dans un
un cadre et un paysage extrêmement rural. Alors Darreau, c'est assez intéressant, il s'appelle Alexandre Darreau, et Alexandre Darreau, on le connaît moins, souvent on fait la confusion d'ailleurs avec son père, Gustave Anatole Darreau, parce que Gustave Darreau, lui on le connaît bien, il a été maire de Montrouge, avant la réunion de Montrouge et de la partie nord de Montrouge à la capitale en 1860, puis maire du 14e arrondissement, et en fait c'était un propriétaire terrien de la ville de Montrouge, ou du village de Montrouge, qui deviendra parisien avec l'annexion des villages de la couronne à l'époque haussmannienne à partir de 1860. Et son fils Alexandre se retrouve avec cette immense parcelle ici, et on attend en fait que les travaux de la ville permettent de mettre en valeur ce grand terrain agricole, alors qui est décrit vraiment, c'est des champs de luzerne, avec une petite maison en plâtre qui se trouve sur la route de Toulouse ou la route d'Orléans, et le tout nous plongeant dans un Paris qui est encore très rural. Alors voilà le projet. Ici vous avez l'avenue du Général Leclerc actuelle, la route d'Orléans, pardon, je revenais ici, et vous avez surtout le projet d'ouverture de la rue Sarrette. Alors il faut, pour que le lotissement puisse exister, eh bien il faut pousser les pouvoirs publics à réaliser les travaux d'ouverture de cette voie. Ça coûte de l'argent, il faut évidemment, j'allais dire, mettre à contribution les contribuables. Il faut aussi que la mairie d'arrondissement obtienne de la préfecture de la Seine, en centrale, l'autorisation de faire les travaux, donc ça suppose une politique globale à l'échelle de la ville. Alors c'est très amusant parce que vous avez ici par exemple un certain monsieur Lazier qui possède des terrains ici, qui veut ouvrir aussi une rue ici. Monsieur Lazier est aussi ancien maire du 14e arrondissement et aussi entrepreneur, et on va retrouver toute une population, et c'est vraiment valable pour tout le 14e, d'entrepreneurs qui généralement sont aussi ont des mandats électifs au moment de la Troisième République, souvent républicains, radicaux-socialistes aussi, beaucoup. C'est évidemment la grande période des radicaux-socialistes, et on a cette espèce de double pression entre la nécessité de valoriser des terrains, voilà le grand terrain Darreau ici. Darreau a même été exproprié ici, alors il menace à un moment donné de demander à ce qu'on lui rétrocède le terrain, etc., pour pouvoir accélérer les travaux. Tout ça avec l'appui des entreprises locales qui veulent effectivement dynamiser le quartier. Cette rue Sarrette qui sert pas énormément à la circulation, mais qui quand même va desservir les nouvelles rues que vous voyez ici sur les terrains donc du fils de l'ancien maire de Montrouge, et le tout va donner naissance. Alors vous avez ici la rue d'Alésia, l'avenue du Général Leclerc, la rue Sarrette, et c'est tout ce grand triangle qui va être loti et sur lequel va intervenir Sélonie, va construire une cinquantaine d'immeubles que vous voyez ici en vue aérienne sur cette formidable image empruntée à monsieur Google. Voilà le plan de cadastre, c'est le plan de cadastre 1900 avec alors ces rues. On est dans un système d'ailleurs assez proche des systèmes haussmanniens, c'est un plan étoilé tel qu'on aurait pu le faire en 1860 sans trop de difficultés. Voilà une carte postale qui nous montre la rue Alphonse Daudet. Alors vous avez trois rues principales, Daudet, la rue Le Neveu, la rue Marguerin, la rue Adolphe Faucillon, puis la rue du Lunin et la rue du Loing aussi qui fait partie du même lotissement d'une manière ou d'une autre, la rue du Loing étant plutôt de ce côté-ci, mais peu importe, vous avez ici un ensemble de quatre rues qui vont former l'essentiel du lotissement. Voilà ce que ça donne à l'angle de la rue Adolphe Faucillon et de la rue Marguerin. C'est de l'architecture post-haussmannienne, alors qui ressemble assez à ce que je vous montrais tout à l'heure avec les planches de Louis Bonnier, des toitures en pavillon, des beaux windows, beaucoup de sculptures, des choses assez mouvementées et qui se veulent justement presque anti-haussmanniennes dans le sens où elles sont beaucoup plus volumétriques que l'architecture haussmannienne, et en même temps elles restent très haussmanniennes, et c'est pour ça qu'on les a qualifiées de post-haussmanniennes, parce qu'elles sont réglementées, gabaritées, alignées, que finalement il n'y a rien qui ressemble plus à un immeuble parisien qu'un autre immeuble parisien. On a beau y mettre des beaux windows et des toitures débordantes, ça ne change pas énormément quant à la structure du bâti. Voilà d'autres images de l'intérieur de la rue Marguerin. Ça, ce sont des immeubles d'Albert Sélonie. Alors de préciser que monsieur Israël est entrepreneur de fumisterie, de mémoire, ou de plomberie, je ne sais plus, mais peu importe. Vous avez alors dans le lotissement Darreau, puisqu'on l'appelle comme ça dans les documents administratifs, quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour déposer un permis de construire, il vous faut impérativement un propriétaire, parce que la ville veut évidemment toucher les droits de voirie. Les droits de voirie, ce sont les impôts qui sont perçus sur le nombre de fenêtres, le linéaire de façade, c'est-à-dire l'ouverture d'une façade sur l'espace public. Et donc il faut évidemment un propriétaire pour pouvoir percevoir cet impôt, évidemment, et avoir un nom. Alors comme il faut faire avancer rapidement le chantier, parce que tout le monde s'endette, évidemment, le propriétaire s'endette, on loue
loue les terrains avec promesse de vente, il faut trouver des gens qui sont capables d'investir, mais comment trouver des gens qui vont investir sur des terrains qui ne sont encore que des terrains vagues? Eh bien la solution est trouvée par Séloigné et ses collaborateurs. On va tout simplement mettre en place un système de prête-nom. En gros, on prend l'une des entreprises qui travaillent sur le chantier, qui se déclare propriétaire, qui loue avec promesse de vente au propriétaire terrien, c'est-à-dire à Monsieur Darro. On construit l'immeuble avec des sous empruntés au crédit foncier, c'est-à-dire à différents organismes de prêt. Et une fois l'immeuble construit, eh bien on va le vendre les clés à la main, nous dit-on. Ça, c'est par les contrats, et c'est dit dans les contrats de l'époque. Les clés à la main, il est beaucoup plus facile de vendre un immeuble construit qu'un terrain vague et un chantier. Et donc, on va monter un système qui va permettre, grâce au crédit, de réaliser en 5 ans une cinquantaine d'immeubles, ce qui est assez redoutable en termes d'organisation, et qui montre là, évidemment, tout le savoir-faire, non seulement d'Albert Séloigné, mais aussi de toutes ces petites entreprises qui vont être capables d'investir, qui se réunissent parfois à 2 à 3 au sein de sociétés civiles immobilières, l'architecte lui-même rentrant dans ces sociétés immobilières, y participant, et ce qui lui permet très certainement d'ailleurs de se refaire un tout petit peu par rapport à ces fameux 5% sur les travaux, puisque plus il va bien travailler, c'est-à-dire plus il va réduire le devis des entreprises, et moins il gagne sa vie. C'est évidemment quelque chose de parfaitement absurde. Voilà ici l'angle de la rue d'Audet et de l'avenue du Général Leclerc, avec ce très bel immeuble dont j'ai ici voilà le plan. Très beau plan, parfaitement représentatif de ce qu'on fait à l'époque. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est Monsieur Cassel, parce que Monsieur Cassel, il est très très connu, non seulement dans le 14e arrondissement, mais aussi dans l'ensemble de la capitale. Monsieur Cassel, c'est de l'entreprise Nicolas et Auguste Cassel. Voilà, Auguste Cassel père, sur une carte postale éditée à la même époque. C'est une entreprise de démolition qui est sur tous les chantiers de démolition. En fait, c'est eux qui démolissent toutes les expos universelles juste après leur fermeture, et l'entreprise Cassel est l'une des très grosses entreprises parisiennes de démolition, et effectivement c'est l'un des commanditaires de Séloigné, véritable commanditaire. Ça n'est pas un prête-nom puisque le bâtiment restera dans la famille pendant très longtemps. La machine de guerre Séloigné, alors je vais vous raconter rapidement, je vais essayer de rester dans le temps imparti, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, peut-être que je passerai un peu vite sur certains exemples. Les terrains de l'Essert, on est dans le 16e arrondissement du côté de Passy, et là aussi on a effectivement de nombreux immeubles signés d'Albert Séloigné. Donc on est ici sur la place qui réunit la rue de la Tour, la rue Renoir et l'actuel boulevard de l'Essert. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce lotissement-ci autour du square et de la rue de l'Albonie, c'est-à-dire la station de métro Passy, qui est connectée à la rive gauche par le viaduc qui a été inauguré en 1905-1906. Voilà à quoi ressemblait Chaillot au XVIIIe, XVIIe siècle. Ça, c'est un traité de trigonométrie avec l'île aux cygnes. Mais simplement, c'est ce qui m'intéressait dans cette jolie image, c'est le dénivelé. Il faut comprendre d'abord que la colline a été creusée de toutes parts. On a exploité les sous-sols jusqu'à plus de 60 mètres de profondeur. Qu'ensuite, c'est une petite montagne, véritablement. Ça tombe à pic à certains endroits vers la Seine. Et que ça va pas être sans poser des problèmes. Ici s'installe au XVIIe siècle un monastère, le monastère des Bons Hommes, qui va ici s'installer le long de l'actuelle rue Beethoven, c'est-à-dire des maisons conventuelles qui vont être rachetées au XVIIIe, XIXe siècle par la famille de l'Essert et entre autres Benjamin de l'Essert. Et c'est dans cet ancien couvent que Benjamin de l'Essert va installer une sucrerie, une usine à sucre, qui va se trouver le long de la Seine, bien sûr, parce que on va, j'allais dire, transporter les matières premières, mais aussi les matières transformées par voie fluviale, comme ça se faisait de temps immémoriaux à Paris. Cette usine à sucre, elle est désaffectée évidemment à la fin du XIXe siècle, elle ne fonctionne plus, et on ne sait pas très bien quoi faire du terrain. Alors ce sont les héritiers de l'Essert qui vont récupérer le terrain, et voilà ce qu'ils proposent. Évidemment, la ville de Paris réalise en 1869, en tout cas, dessine le plan d'implantation d'un nouveau boulevard qu'on va baptiser du nom de l'Essert, bien sûr, le boulevard de l'Essert. On est à la fin de l'Empire, du Second Empire, et ce grand boulevard ici va laisser orpheline toute cette partie de territoire qui, en fait, il faut évidemment l'imaginer descendant abruptement vers la Seine. Les héritiers de l'Essert, qui à l'époque vont devenir les héritiers Hautinguet,
par les jeux d'alliance et surtout par les femmes qui vont hériter d'une partie de ce terrain. Voilà, l'usine à sucre en fait vont imaginer de percer une rue qui va descendre vers la Seine. Alors ça arrange tout le monde parce que c'est sur leur propre terrain, c'est eux qui vont la construire, la viabiliser, la réaliser, mais en même temps il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut descendre vers la Seine avec des voies carrossables. C'est-à-dire vous avez des voies directes mais en général qui sont obturées par des escaliers, donc on ne peut pas passer en voiture et donc la ville de Paris trouve ça très très bien, surtout si c'est fait à titre privé. Tout le monde y trouve son compte. De fil en aiguille, ça ne va pas se faire tout de suite comme ça. Les héritiers Ottinguet vont finalement proposer une voie droite, mais avec des escaliers en plein milieu. Donc elle n'est pas carrossable. Et puis cette voie droite, vous dire qu'au bout d'un certain moment, on est ici en 1894, eh bien le projet du métro va rattraper la rue de l'Albonie, puisqu'elle va très vite porter ce nom, rue de l'Albonie qui va devenir la station de métro. Alors on va leur demander d'abandonner du terrain, de préparer effectivement les escaliers de manière à pouvoir installer la station de métro, tout ça avec les ingénieurs du métropolitain, peu importe. Et puis il reste toujours ce grand bloc de terrain ici dont on ne sait que faire. Et puis des parties ici qui ne sont pas encore, qui ne font pas partie de l'héritage de Lesser, mais qui sont en fait des vestiges du couvent des Bonshommes et qui vont rester très longtemps sans utilité jusqu'à ce que la ville intervienne et exproprie une partie de ces bâtiments. Voilà ici un projet de lotissement. Et alors l'idée des héritiers de Lesser, c'est de faire une rue en lacet qui va descendre vers la Seine et qui va contourner ici l'escalier qui a été installé et qui empêchait les voitures de passer. C'est effectivement ce qui sera réalisé plus tard. Mais vous voyez que leur terrain est un peu mal foutu. Là, il y a des angles, on ne sait pas très bien ce qu'on peut en faire. Il y a ici des maisons qui se trouvent de l'autre côté. On ne sait pas comment les rentabiliser. Et puis il y a surtout ici le mur qui supporte et qui soutient le boulevard de Lesser, qui a été percé dans les années 1870, viabilisé après évidemment la chute de l'Empire. Et ici vous avez une espèce de rue en sifflet qui se trouve au pied d'un mur de 6 mètres de haut, qui se trouve à cet endroit-là. On va le voir sur des images dans quelques minutes. Alors voilà ce qui va être réalisé autour de la station ici de Passy, c'est-à-dire que les héritiers Ottinguet et de Lesser vont construire des grands immeubles hôtels qui vont servir d'hôtellerie pendant l'exposition de 1900. Alors on va trouver à rentabiliser le terrain, donc on va construire de part et d'autre ici ces grands bâtiments qui vont se trouver là, avec en plus ces grandes tourelles à toiture monumentale, ça plaît à tout le monde, mais qui, vous le voyez, s'arrêtent ici un peu brutalement à droite, c'est-à-dire que le reste du terrain n'est pas du tout construit. Voilà l'autre partie de la photo, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la rue carrossable qui passe ici, on en voit ici un tout petit bout à droite, et vous avez les vieux bâtiments du couvent des Bonshommes, et voilà le mur perché à 6 mètres de haut au-dessus de l'actuelle rue Beethoven. Il faut emprunter un escalier pour rejoindre le boulevard de Lesser, et là personne ne sait quoi faire, d'autant plus que vous avez une espèce de goulet d'étranglement, une rue en sifflet, et un des quartiers les plus pauvres de Paris. On est à Passy bien sûr, mais avec à l'époque effectivement des poulbeaux, des maisons vétustes, insalubres, qui s'écroulent à moitié, elles sont construites sur du gruyère, et avec, voilà ici cette image absolument extraordinaire, on est au pied du boulevard de Lesser, vous avez le mur qui est à droite, et on voit le pignon des immeubles qui ont été construits en 1900. Alors c'est là-dessus qu'intervient l'équipe Sélogne. Alors voilà les dessins qui sont faits au niveau des inspecteurs de la voirie qui vont voir. Vous avez ces vieilles maisons ici, vous voyez, qui sont construites en palier au-dessus des carrières, et vous avez le mur ici du boulevard de Lesser. Il faut comprendre que là, dès qu'on tourne, on tourne à gauche, on se retrouve effectivement dans ce goulet d'étranglement, dans ce sifflet qui ne sert à rien et qui n'est pas constructible. Et pourquoi n'est-il pas constructible? Parce que effectivement, personne ne veut de ces terrains. Ils ne valent rien. Ils ont le prix, j'allais dire, du pire des terrains au fin fond du 14e arrondissement ou du 18e, parce que en termes de construction, c'est extrêmement complexe. Le terrain est de très mauvaise qualité. On a ces carrières en sous-sol, et ce sont un certain nombre de propriétaires, dont un certain Olivier, Lucien Olivier, qui est ingénieur des arts et manufactures, qui va acheter ces parcelles, et les voilà ici, ces parcelles enfin bâties par qui? Par Albert Sélogne. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que voilà les immeubles du boulevard de Lesser, le 11 bis ici, le 15 et 17, le 19 et 19 bis, qui sont tous de la main d'Albert Sélogne, mais surtout qui vont régler en partie le problème
du dénivelé, le problème du sous-sol, en utilisant une technique, et ça on l'apprend par les nouvelles annales de la construction, c'est-à-dire une revue d'ingénieurs, c'est que tout le soubassement, et vous le voyez ici du côté du square de l'Albonie, c'est-à-dire au revers du boulevard de l'Essert, tous les bâtiments sont construits sur une structure en béton armé. Nous sommes en 1907-1909, c'est une technique qui est encore jeune, qui est encore moderne, qui ne se voit absolument pas, puisque tout ça est maquillé sous des façades de néo-Louis XVI en pierre de taille bien sûr, mais qui montre dans la structure, dans le système constructif, une méthode d'avant-garde. L'ingénieur s'appelle Victor Lou, c'est une des plus grosses boîtes de construction de l'époque et une des plus performantes, comme la société Henbic ou d'autres, et qui ici va appliquer ce système, un système dont je vous passe les détails techniques mais assez intéressant, et qui va donner lieu ici avec le 11 bis boulevard de l'Essert et rue Beethoven à, vous le voyez, en fait le sol du boulevard est ici, vous avez 3 niveaux de sous-sol qu'on voit ici sur la coupe et qui vont être exploités comment? Comme garage pour automobiles. On est en 1907-1908, un garage pour automobiles, c'est-à-dire qu'on est en plein dans cette modernité qui est en train d'apparaître au début du XXe siècle. Il y a en 1906 à Paris, il y a 600 automobiles déclarés. Je veux dire, un certain nombre vont se garer et être rangés dans les immeubles de Sélogné du côté du boulevard de l'Essert. Alors pourquoi, voilà, on va essayer d'aller vite maintenant. On constate qu'il y a un véritable désir de rue dans ces lotissements, puisque tant qu'à faire, on ne construit pas un immeuble, mais on en construit 5, 6, 8 ou 10. On les fait plutôt par paquet. Et donc, on va créer de véritables petits quartiers. Et l'un des phénomènes très intéressants, et ça aussi c'est une manière d'habiter la ville, c'est qu'on va créer de la rue. Je vous emmène là le long du boulevard Victor Hugo. La propriété de monsieur et madame Georgeville, que vous voyez ici en rose, avec le numéro 25 et 17, entre la rue Villejuste et l'avenue Victor Hugo. C'est une grande propriété rurale. Il y a une grosse maison dessus. C'est une propriété suburbaine, pardon. Grosse maison néoclassique. Et en fait, Madame Georgeville va lotir son terrain à la mort de son mari. Georgeville était un agronome célèbre, qui a beaucoup travaillé du côté des serres d'Auteuil, entre autres. Et ici, vous avez en fait le percement d'une rue qui va être en coude ici. Et vous avez les terrains qui vont être bâtis ensuite en grande partie, quasiment tous, presque tous, par Albert Sélogné, peu importe, qui moi m'a toujours fasciné, c'est-à-dire, mais pourquoi ces gens perdent-ils autant de terrain à faire des rues? C'est quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire que dans l'économie un tout petit peu rationnelle du terrain, je ferme ici par un corps de bâtiment et je mets des corps de bâtiment à la suite des autres avec des cours suffisamment aérés bien sûr, mais je peux densifier beaucoup plus qu'ils ne le font. Alors on va construire ce grand immeuble qui m'a servi d'ailleurs d'image de couverture, il y en a un autre en face qui a été construit par un collègue de Sélogné avec qui il travaille souvent, qui s'appelle Stoulig, peu importe, et vous avez ici une vue de la rue Georgeville en coude, cette rue qui va avoir un mal fou à être classée au titre des voies publiques. Je vous raconte en 2 mots, on perce une rue sur un terrain privé, les frais de mise en viabilité vous appartiennent, vous devez faire le pavé, l'égout, l'éclairage, les trottoirs, ça coûte cher, et une fois que vous avez fait tout ça, vous donnez le tout à la ville. Et la ville dit, d'accord, je prends, ça devient de l'espace public. À partir de ce moment-là, vous vous déchargez de l'entretien. C'est-à-dire que c'est la ville qui va entretenir l'égout, le trottoir, le pavé et l'éclairage. Parfait, tout va bien. Et donc ça fait que vous avez une distinction parfaite entre espace public et espace privé, l'espace privé restant celui des immeubles, bien sûr, une fois passé la porte de ceux-ci. Cette rue, la ville n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est coudée et qu'elle sert à rien quant à la circulation. Et donc la ville de Paris dit niet, j'en veux pas. J'en veux pas, elle est pas droite. Elle monte et ensuite elle n'est pas nécessaire. Ils vont mettre un temps infini, ils vont finir par la faire classer et il y en a plusieurs comme ça dans Paris, il y a une jurisprudence qui va se mettre en place, entre autres il va y avoir un procès qui va remonter au Conseil d'État et le Conseil d'État va accorder le classement de la rue Claude Chahut et à partir de là, la rue Georgeville sera elle-même classée au titre des voies publiques. Peu importe, ça crée des espaces tout à fait particuliers. Là vous avez un immeuble, il n'est pas de Sélogné, il est de son confrère Levoivenel, que je vous montrais tout à l'heure, des immeubles pliés, ça j'adore, c'est un immeuble qui est plié en 2 et ça crée une angularité. Et ça crée ces espèces de décors où finalement on ne voit jamais la suite de la rue. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement anti-haussmannien. L'haussmannisme, c'est la ligne droite. Et là, on a d'un coup une sorte de pittoresque qui se met en place. Autre rue courbe du même type, je vous emmène cette fois-ci un peu plus au sud, du côté d'Auteuil. Nous sommes au Guêtre, c'est-à-dire le long de la future avenue Mozart. Ce que vous voyez là en rouge, c'est le tracé de l'avenue Mozart. Et le long du tracé de l'avenue Mozart, ici, vous avez une rue qui s'appelle la rue du Capitaine Olochanski, que je vous montre ici. Cette rue très étonnante là aussi, parce qu'il aurait été
beaucoup plus rentable de la fermer de part et d'autre et de disposer des corps de bâtiment avec des cours par derrière. Au lieu de ça, vous avez ce corps de bâtiment construit par Albert Sellonnier, mais qui aurait pu être construit par un autre architecte avec le même talent. Cette idée que vous avez ici la rue du capitaine Olchanski, la rue Pierre Guérin, et en fait vous n'avez que l'épaisseur d'une pièce ou de 2 pièces, c'est-à-dire qu'il y a 15 mètres de profondeur. C'est une aberration sur le plan architectural, c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose qui à l'époque ne se fait pas du tout, et ne se fait pas, alors certains historiens y ont vu un présage de la barre autonome du parallélépipède des années 60, vous savez, Sarcelles. Mais en fait pas du tout, c'est une question de rentabilité, et je vais vous le démontrer. C'est-à-dire de rentabilité de la parcelle. En fait, quand on regarde les plans, voilà ici ce qui donne sur l'avenue Mozart, vous n'avez qu'une seule pièce, on a pu insérer le couloir. Et c'est vrai que, pour le coup, Albert Sellonnier est un champion toute catégorie du plan biscornu. Il arrive à donner véritablement tout ce qu'il peut d'un terrain un peu difficile. Et voilà le type d'espace que ça produit, assez beau d'ailleurs, avec cette espèce de, encore une fois, de décor qui se déploie devant vous et qui marque véritablement tout le paysage de ce sud du 16e arrondissement. Je vais vous en reparler dans un instant. Ici, je vous emmène dans le 7e. Alors, dans le 7e, c'est très étrange parce que, pourquoi le 7e? Le 7e est relativement cohérent sur le plan architectural, sur son tissu urbain, mais le 7e possède un certain nombre d'établissements religieux. Et là, Albert Sellonnier et ses maîtres d'ouvrage, souvent spéculateurs, et là c'est le cas, c'est un spéculateur qui s'appelle Charles Lehmann Charlet, vont racheter entre autres une bonne partie des terrains qui étaient préalablement gérés par les écoles congréganistes, et là c'est la loi de 1904 et non pas celle de 1905, c'est-à-dire la fermeture, enfin du moins le retrait des crédits qui permettaient aux écoles congréganistes de subsister, pardonnez-moi, et qui vont être obligés de vendre une partie de leur patrimoine immobilier. Et à partir de ce moment-là, ces grandes emprises de terrain, là on est au sud du boulevard des Invalides, ici vous avez la rue de Sèvres, on est au métro du Roc, et voilà le couvent des oiseaux. Joli couvent des oiseaux, qui était absolument charmant avec des bâtiments médiévaux, d'autres du 17e, ici une petite chapelle de 1820, et qui va être tout simplement loti, alors par un personnage qui s'appelle Charles Lehmann Charlet. Charles Lehmann Charlet, à ce moment-là, on est dans les années 1910, ça va encore. Un peu plus tard, il va vraiment en prendre pour son grade dans toute la presse nationaliste. Charles Lehmann Charlet est le représentant en France de la marque Mercedes. Alors je peux vous dire qu'à l'approche de 1914, on lui taille un costard dans tous les sens, et effectivement, il a pas mal investi sur les terrains parisiens. Et ici, voilà l'ancienne congrégation, et je vous montre le résultat. C'est 2 avenues, Constant Coquelin et Daniel Le Sueur. Je ne sais plus laquelle, d'ailleurs au départ s'appelait Jules Verne, ce qui n'est peut-être pas totalement un hasard. Et voilà le plan de lotissement. Alors ça, c'est quelque chose aussi de très étonnant. Une avenue, hein, c'est pas rien une avenue. C'est la voie qui mène à la porte du château normalement, et qui bute sur un mur. C'est-à-dire une impasse. Et pourquoi? Alors là, on a cette espèce de mise en scène, effectivement, de ce désir de rue. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte que le maximum de fenêtres, alors on dirait sur M6, de pièces à vivre, ouvrent sur l'espace public. Ce qu'on veut, c'est voir la rue. Ce que l'on redoute, c'est l'intérieur de la parcelle, c'est la cour. Et en fait, on s'aperçoit que ces architectes font tout pour dégager ce qu'on appelle du linéaire de façade. Et effectivement, s'ils avaient fermé avec un seul bloc d'immeubles ici qui fermait l'accès à la rue, vous aviez une façade à rue mais qui était courte. Ici on l'a démultiplié, je crois qu'on l'a multiplié par 4 ou 5 par rapport à ce qu'on aurait eu en fermant toute la parcelle et en mettant une belle cour jardin à l'intérieur, comme on le faisait par exemple dans les HBM, les habitations à Beaumarchais, à la même époque. Eh bien non, la bourgeoisie parisienne veut voir l'espace public, elle veut son salon qui ouvre sur la rue. Et à partir de là, on va tout faire pour effectivement minimiser tout ce qui donne sur l'intérieur de la parcelle, plutôt effectivement les chambres, les parties nuit, les parties privées, mais tout ce qui est de l'ordre de l'espace public, de la réception en tout cas, va être sur l'espace public. Alors je vous montre ici les grands immeubles du boulevard des Invalides. Les voilà construits, ce sont des superbes constructions avec des appartements ici dans les immeubles d'angle absolument somptueux, certains font jusqu'à 600 mètres carrés, qui sont hyper équipés, on en reparlera, et voilà les rues en impasse qui butent sur le mur au bout de cette impasse. Alors ces impasses vont rester très longtemps privées, là aussi la ville de Paris n'en veut pas, et dit aux propriétaires, vous les fermez par des chaînes, vous les interdisez à la circulation, vous les entretenez correctement, et nous on n'en veut pas.
elles seront classées au titre des voies publiques finalement, par un décret de 1931, qui était un décret qui permettait de classer des voies qui étaient considérées comme insalubres à l'époque. Celle-là n'a jamais été insalubre, bien sûr. Ici, je vous montre juste, ça c'est pour les amateurs, c'est directement en lien avec la théorie d'Eugène Hénard, qui était aussi architecte de la ville. Eugène Hénard qui publie en 1903 Études sur les transformations de Paris et des boulevards à Rodin, c'est-à-dire cette idée d'avoir un linéaire de façade, et lui proposait d'ailleurs d'y mettre des arbres. Alors avec les spéculateurs de Sélogne, les arbres pas trop, hein. C'est évidemment quelque chose qui fait de l'ombre, qui abîme les bâtiments, et on n'aime pas trop la végétation. Un marché locatif, des appartements adaptés à la clientèle visée, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on sait à peu près qui va louer quel immeuble, quel type d'appartement. Je vais vous montrer des documents, un petit peu rébarbatifs, mais rapidement. Le prix des terrains. Voyez ici que c'est simple, hein, 19e, 15e, 12e, 14e, on monte. Et puis plus on va aller vers les territoires de l'Ouest, 17e, 16e, plus on va monter en prix, monter en gamme. C'est-à-dire que le prix du foncier va être déterminant quant à le type d'appartement qu'on va produire. Et ça, c'est le fait de l'architecte d'être parfaitement au courant de ce genre de choses et capable d'anticiper. Alors, ce qui est très drôle, c'est le prix ici des immeubles, prix des terrains et prix du bâtiment. Si vous regardez bien, je vais retourner au boulevard de l'Essert, il est là. Le prix des terrains, en fait, est presque celui du 14e arrondissement. Et puis le prix des immeubles va exploser évidemment. L'idée du boulevard de l'Essert, c'est qu'on va acheter les terrains très peu cher, on va construire des immeubles hyper équipés, parfaitement distribués, le tout sur garage pour automobile, et qu'on va les louer évidemment très très cher. Le propriétaire va faire une très très bonne affaire. Alors je vais juste vous montrer un autre architecte, parce que ça me fascine toujours de voir chez Hector Guimard. Vous connaissez peut-être la rue Agar, on est du côté de la rue La Fontaine. Rue Agar, c'est un bloc d'immeubles ici, puis il y a une rue ici en impasse, tiens, c'est bizarre, encore une impasse. Et c'est Hector Guimard, hein, c'est une opération de lotissement qui achète ici des terrains, d'ailleurs avec des proches si je ne me trompe pas. Et voilà une image ici tirée du fond et de la collection de la Commission du Vieux Paris. Et avec voilà ce bloc d'immeubles ici, et vous remarquez que toutes les pièces habitables, chambres, salle à manger, salon, sont sur l'espace public ici. Et on ne met que les salles de bain, les cabinets de toilette et les escaliers sur l'intérieur. Et là, on comprend le rôle de la rue. La rue qui va effectivement créer de l'espace public. Et on veut de l'espace public. Cette rue moderne qui est construite par la Société Générale des Constructions Modernes. Alors, c'est très étonnant parce qu'en plus, vous avez des façades ici en pierre. Puis quand vous tournez dans la rue, allez voir sur place, vous avez des façades en briques. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la rue secondaire, la rue moderne, eh bien, les façades deviennent en briques. Très bizarre. Il y a une espèce de dépréciation du matériau. En fait, ça correspond exactement à la valeur locative des appartements. Tout ce qui est sur la rue, c'est ce qui vaut le plus cher, et tout ce qui est sur la rue La Fontaine, bien sûr, la rue principale, et tout ce qui est à l'intérieur de la rue moderne, qui est une rue en impasse, qui ne sert pas à la circulation, vaut moins cher en termes de location, quand bien même les surfaces seraient les mêmes. Et donc il y a une hiérarchie qui se met en place, et ce qui veut dire aussi qu'il y a une diversité de loyers. Alors ça, c'est quelque chose aussi que je découvrais au fur et à mesure que les documents venaient. On pensait qu'il y avait une très grande homogénéité dans la culture bourgeoise, parisienne. On vit entre soi. Non, en fait, il y a une espèce d'étagement et qui se fait à la fois dans la hauteur. Vous savez que le monsieur du premier, effectivement, en général, paye son loyer plus cher que le monsieur du cinquième, jusqu'à l'apparition de l'ascenseur. Progressivement, ça va s'inverser. Mais ne croyons pas que ça s'inverse tout seul, hein. C'est assez lent. Vers 1910, l'appartement du deuxième étage vaut toujours plus cher que celui du cinquième, quand bien même il y a un ascenseur. Mais par contre, il y a ce rapport à la rue. Et plus on s'écarte de la voie principale, et moins on paye son loyer cher. Alors on peut s'écarter en ayant toujours une vue sur l'espace public, ou on peut s'écarter en s'écartant du côté court. Et là, plus on va s'enfoncer dans la parcelle, moins on aura de vue sur l'espace public, et moins on paiera cher son loyer. Et donc il y a une hiérarchie à la fois horizontale et verticale qui s'est mise en place progressivement. Je vous montre ici simplement la valeur du loyer, encore des schémas un peu abrupts, mais ça c'est un tout petit loyer Rutaine, c'est 2 pièces, et puis ça c'est un gros loyer avenue Victor Hugo. Alors on va aller en gros dans cette production de 400 francs l'année, je parle bien de loyer annuel, à 13 000 francs l'année. Et à partir de là, on voit un peu les disparités effectivement sociales qui existent à l'époque. À moins de 400 ou 450, je ne sais pas si Monsieur Leca en a parlé, mais on tombe dans l'habitation à bon marché. Alors avec les immeubles de Sélogne, on est toujours à la limite, parce qu'effectivement on déclare un loyer au-dessus du taux habitation à bon marché. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais là aussi il y a
un peu les propriétaires jouent un peu avec les chiffres. Les taux de placement qui sont toujours, alors là aussi, extrêmement élevés. Ça montre tout simplement qu'on a affaire à un très bon architecte. C'est le taux de placement, hein, c'est combien de rendement du capital. On est à 6,87, 7%. Alors c'est le taux de placement d'après les calepins du cadastre. Je l'ai réévalué en comptant les charges, les impôts. C'est un tout petit peu moins, mais c'est bien plus que les placements mobiliers, les placements en bourse, et l'immobilier rapporte énormément à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est encore quelque chose qui rapporte de l'argent, alors que les placements en bourse sont un peu plus risqués et rapportent peut-être moins. Et puis ce schéma-là, rapidement, c'est pour montrer que les loyers les plus élevés, c'est les immeubles d'angle. Et pourquoi les immeubles d'angle? C'est tout simple, c'est parce que vous avez plus de fenêtres ouvertes sur l'espace public, c'est QFD. Plus vous avez des fenêtres qui ouvrent sur la rue, et plus vous payez cher votre loyer. Alors ça aussi, c'était une tentative de mise à l'échelle, un peu grossière, mais de 2 plans. Vous avez le 6 rue Titon ici, ça c'est 2 appartements par étage, 45 mètres carrés, 400 francs l'année de loyer. Ça, c'est un appartement unique sur 4 ou 600 mètres carrés, avenue Victor Hugo, 161. Vous voyez que tout l'appartement de la rue Titon tient dans la salle à manger. Et ça, c'est quand même, voilà, on a un effet de proportion clair sur effectivement le rapport. Alors, autant vous dire, là, on a une famille, voilà, un logement unifamilial. Là, il y a une famille, mais il y a toute une armée de domestiques aussi à l'intérieur. Donc, ça suppose un mode de vie très, très différent. Alors, ces appartements, ils sont modernes. Et ça, c'est quand même quelque chose à retenir. Quoi qu'il arrive, ils sont modernes et on en parle dans la presse de l'époque et je vais vous montrer peut-être rapidement, mais en tout cas pourquoi. Ils sont bien distribués, ils sont équipés, ils sont aérés et puis ils sont de style parce qu'on aime bien les styles. Alors ça, c'est évidemment ce qu'a détesté la modernité et l'architecture du XXe siècle et les théoriciens. Tiens, je vois qu'un micro vient de se remettre en route. Cette idée que le style, effectivement, ce sont les styles français. Hein. À l'époque, on disait les styles Louis. Les styles Louis, c'est le Louis XII, le Louis XIII, le Louis XIV, le Louis XV, un Henri ou deux, mais ça fait du style Louis. Qu'on raille dans la presse, y compris les architectes qui le pratiquent bien sûr couramment. Voilà ici un immeuble qui se trouve au 234 boulevard Raspail, et vous avez derrière la tour Montparnasse bien sûr, et cet immeuble qui est construit en 1898 par un propriétaire local qui s'appelle Monsieur Tourcellier. C'est une famille de marchands de charbon. Ils avaient un dépôt de charbon justement à l'angle du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse, c'est-à-dire le terrain sur lequel va être construit le dôme. Ce sont vraiment des entrepreneurs locaux qui font fructifier leur terrain. Et voilà ici le plan. Simplement ce plan, alors ce que vous voyez en bleu, ça aussi il y a des codes de représentation. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est du pan de fer. Alors toujours se méfier quand on casse des murs dans les immeubles post-haussmanniens, vous risquez de trouver de la charpente métallique. Vous avez en fait une structure avec généralement de la meulière en mitoyen, de la pierre de taille autoportante, le mur de face il est porteur et il porte les solives de plancher, et puis vous avez en reprise de charge ici des pans de fer, c'est-à-dire une véritable ossature métallique qui va porter le plancher supérieur ou les solives supérieures. Ce qui veut dire que d'abord d'un point de vue constructif, l'immeuble de rapport parisien il est toujours composite. À toutes les époques, c'est une espèce de mélange entre plein de techniques différentes et que finalement on peut avoir des pans de fer avec un plancher béton, ça arrive. Des choses un peu hybrides. Lorsque les techniques apparaissent, elles sont très vite absorbées, puis quand elles deviennent rentables, qu'elles sont maîtrisées, on les intègre de façon courante. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on fait un immeuble comme celui-là, c'est des loyers à 2 ou 3 000 francs l'année. C'est ce que j'appelle des appartements moyens. Alors, on va en reparler, mais un appartement moyen, c'est 100-150 mètres carrés. Voilà. Tout le monde n'est pas moyen, mais en tout cas, les gens qui peuvent y accéder, c'est pas la très haute, la très grande bourgeoisie, c'est pas la bourgeoisie financière du 8e arrondissement. Là aussi, il y a des différences extrêmement nombreuses et des variantes dans ce qu'on nomme globalement la bourgeoisie, et puis aussi la classe moyenne qui est évidemment quelque chose de très mouvant, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ici, il faut optimiser la question de l'escalier de service. Il faut un escalier de service parce qu'il va y avoir du service. On va avoir une cuisinière, une domestique, une femme de ménage par exemple, qu'on va loger dans la chambre de bonne qui se trouve au-dessus. Guère plus, mais c'est suffisant pour avoir un escalier de service, parce qu'effectivement, les usages bourgeois font qu'on ne doit pas croiser ses domestiques dans l'escalier. Et là, ici, Célonier, il a un problème, c'est qu'il faut à la fois qu'il groupe toutes les pièces humides, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les descentes d'eau soient bien les unes au-dessus des autres, tant qu'à faire de grouper tout ça au même endroit, et de grouper aussi l'escalier principal ici et l'escalier de service par derrière. Et en fait, il va ici gérer les deux en même temps. Il y a un article qui est publié à l'époque pour souligner l'ingéniosité du procédé, puisqu'ici, vous avez les domestiques qui peuvent rentrer directement dans la cuisine C ou la cuisine C ici, sans passer par l'escalier de maître. L'escalier de maître étant éclairé par ici un vitrail en second jour, c'est un vitrail en verre dépoli pour qu'on ne se voit pas bien sûr, mais qui est éclairé en second jour par la grande vitre de
de l'escalier de service. Et on a bien deux circulations complètement distinctes. Voilà le genre de problématiques que peuvent se poser les architectes de l'époque. Voilà que on recommence à l'ancienne. Peu importe. Ici, je vais vous montrer un très bel immeuble. On est avenue Édouard Fournier, rue Édouard Fournier, pardon. Dans le 16e arrondissement. C'est vraiment une sorte d'archétype du grand immeuble cossu, de très belle qualité, avec de très très beaux appartements. Je vous montre plan du rez-de-chaussée et plan de l'étage, où là encore une fois vous avez cette idée d'une... Alors c'est quelque chose qui vient du 19e siècle, je ne sais plus si Emmanuel Charpie en a parlé à propos de la période du Second Empire, mais c'est vrai que vous avez une tripartition dans l'immeuble important, en tout cas qui peut se le permettre. Vous avez toute la partie réception ici, qui va se composer principalement du salon et de la salle à manger. Alors plus vous avez de pièces, plus vous avez de linéaires de façade, plus vous allez avoir salon, petit salon, boudoir, salle de billard, que sais-je encore. Là, il faudrait revenir sur celui-là, par exemple. Il est assez extraordinaire. Salon, grand salon, salle de jeu, salle à manger. On a la totale. Effectivement, on peut démultiplier les pièces. Et cette idée que ici, vous avez la partie jour, c'est-à-dire la partie réception, avec une grande antichambre-galerie qui est vraiment à l'échelle d'une galerie, qui peut faire parfois une dizaine de mètres de long, et qui va connecter la porte palière avec les deux grandes pièces de réception. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors pour avoir une idée de la manière dont ça se passe, il faut lire la baronne Staff. C'est extraordinaire, c'est les années 1895-1900, les traités de savoir-vivre de la baronne Staff. Elle raconte tout, et alors on est plongé dans ces immeubles où elle raconte comment effectivement un domestique va chercher votre invité à la porte, comment on tient salon, comment on va le mener jusqu'à la porte du salon qui est fermée. La porte du salon va être ouverte par le domestique qui va frapper, qui va dire bon, monsieur, madame, votre invité est annoncé, faites-le entrer, va rouvrir la porte, faire passer l'invité va s'asseoir et puis on va refermer la porte. Et donc on a un système de cloisonnement-décloisonnement qui marche très très bien ici sur les plans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici par exemple recevoir au salon, puis la double porte vitrée qui se trouve ici va être fermée jusqu'au moment où madame, en tout cas le domestique ou la cuisinière va venir dire que, ou le maître d'hôtel pardon, va venir annoncer à madame que le dîner est servi par cette porte-ci, va la refermer derrière lui, ressortir, pendant que madame va se lever, va au bras de laquelle va évidemment se pendre, je sais pas, le général de service ou le curé du coin, et on va ouvrir la porte à deux battants, et tout ça en randonnion, on va se rendre à la salle à manger, dont on va refermer les portes par derrière pour pouvoir apporter les plats les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y a tout un rituel qui va consister à fractionner les pièces, et c'est bien ça qui se passe ici, c'est-à-dire les fractionner et les fermer par des portes qu'on va ouvrir ou fermer en fonction des rituels sociaux. Et c'est extraordinaire parce que la baronne Staff, si on peut la charger en PDF, on la trouve sur Gallica, si on essaie de chercher l'occurrence porte, c'est démultiplié. Bon, on comprend les pièces de Feydeau, évidemment, ça claque dans tous les sens, c'est exactement ça, c'est on entre et on sort en permanence. Mais ça explique aussi quelque chose d'important sur le plan architectural, c'est que les modernes n'avaient rien compris. Les modernes ont toujours reproché à ces plans d'être extrêmement fractionnés, de ne pas être fluides, de ne pas s'ouvrir, de ne pas être libres, et éventuellement remarquaient quelques portes coulissantes ou quelques portes vitrées en disant là on a un embryon de quelque chose qui devient un peu moderne parce que c'est ouvert. Non, c'est que c'est nécessaire de fermer, et tellement nécessaire que ici vous avez la réception, ensuite vous avez l'escalier de service qui est là, vous voyez quand il est à côté de l'escalier de maître, on va mettre une passerelle à découvert, une passerelle sur laquelle il fait froid l'hiver, qui va relier les deux cuisines, de manière à ce que les domestiques puissent bien passer par cet escalier de service pour rejoindre leur service. Et là, vous avez toute la partie humide qui est réunie, cuisine et salle de bain, et ensuite la partie nuit avec les chambres qui va se trouver sur l'arrière. Et vous avez bien trois parties distinctes qui peuvent être entièrement cloisonnées ou décloisonnées en fonction qu'on ouvre ou qu'on ferme les portes. Et c'est ça l'idée de l'appartement parisien, mais c'est ça l'idée de l'appartement, tout simplement, c'est-à-dire mettre à part et partitionner l'espace. Et c'est ça un appartement, c'est tout simplement, effectivement, créer des pièces dans lesquelles vous avez un certain nombre d'usages. Et là, les Parisiens et les architectes, bien sûr, étaient parvenus à une espèce d'aboutissement vers 1900-1910, avec ici en 1902 l'immeuble du 65 avenue Victor Hugo, 65 avenue Victor Hugo, où vous avez ici alors le descriptif de ce bel appartement moderne. J'adore, il est moderne mais il est en décoration Louis XV, très soigné, grand luxe, grand confort. Alors vous avez tout, ascenseur électrique, monte-charge, monte-lettres, moujotte, c'est une boîte aux lettres, téléphone avec la ville et la loge, on se croirait au Vatican, deuxième étage, à louer de suite, bel appartement
appartement avec toutes les pièces disposées sur une façade de 50 mètres. Et vous voyez à quel point c'est un argument publicitaire et un argument de vente. On veut voir la rue et la ville. Développement chauffé par la vapeur à basse pression. Il y a un calorifère, il y a un chauffage central avec bouche dans les salons, les salles à manger, la galerie, les chambres et les toilettes, ce qui est assez rare à l'époque. On commence d'abord par chauffer quelques pièces, plutôt les espaces communs, mais surtout pas les chambres, et très tardivement ici c'est le cas. Des dégagements, et donc ça on vous explique que le plan est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a de possibilité d'avoir plusieurs types de circulation à l'intérieur, des salles de bain, le tout en tout 10 bouches, lumière et sonnerie électrique dans toutes les pièces, l'appartement comprenant, alors là on vous fait un descriptif, grand salon, petit salon, salle à manger, salle de billard, bibliothèque, 5 chambres, etc. Je vous en passe et des meilleurs, avec effectivement 4 chambres de domestiques, 2 caves, il y a tout ce qu'il faut, du vin et du service, c'est évidemment un très bel appartement. Je vais pas trop vous décrire le plan, mais il est très très beau, parce que en fait toute la partie service, là il y a quelque chose qui est très ingénieux, c'est un immeuble tout en longueur, donc qui dépend effectivement de cette ouverture de rue, hein, dans la mesure où on a créé la rue Georgeville, on a amoindri l'épaisseur et la profondeur de la parcelle, et là l'architecte va réussir à caser tout son service sur cette bande arrière qui donne ici la cuisine, sur laquelle donne la cuisine, l'escalier de service, et autour de la cour, hein, ce qui lui permet dans cette courette, évidemment une espèce de puits de lumière, d'éclairer toutes ces salles secondaires, considérées comme secondaires, et avec ici la salle des gens, c'est-à-dire la réunion du service qui passe par derrière l'escalier de maître pour venir servir et desservir la salle à manger sans jamais passer par le salon. On a quelque chose là ici d'hyper efficace, avec une partition qui marche très très bien et qui ensuite va se décliner dans toute la partie privative, où vous avez toutes les chambres qui sont en randonnion sur l'espace public, et toute la partie lingerie et service, y compris la salle de bain directement connectée à la cuisine, qui permet d'en assurer le service et l'entretien sans jamais passer par le couloir des chambres. Donc on a quelque chose de là d'optimisé en termes d'efficacité et d'usage quotidien de ces grands espaces de vie. Je vous montre ici une coupe sur le bâtiment, et on voit les décors Louis XV. Alors je voudrais juste décliner un tout petit peu ces décors en vous montrant un autre exemple, le 8 rue Georgeville. On va aller dans cette salle à manger là, je vais pas vous montrer de photographie, je vais vous montrer des dessins. Alors j'avais rencontré quelques personnes très gentilles qui m'avaient ouvert ou qui m'ont ouvert leur intérieur, que je remercie évidemment très chaleureusement encore une fois, et dans la thèse elle-même, mais effectivement avec leur ameublement, etc. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'y suis soit retourné où j'ai travaillé d'après photo, et j'ai demandé à une architecte d'intérieur, Philippina Prine-Mandillon, de me faire des dessins d'après l'existant, de manière à essayer de reconstituer effectivement ces décors. Il faut comprendre que c'est du décor qui est de style, bien sûr, mais qui est véritablement du décor. C'est-à-dire que au lieu d'avoir du lambris sculpté, comme on le faisait au XVIIIe siècle, c'est de la baguette, hein, pas chère, qui est cloutée, qui peut être peinte. Et alors avec cette idée que vers 1900, encore, on avait des rechampis, des couleurs, des textures, il y avait des tentures dans les parts closes, tout ça considéré, alors beaucoup de couleurs, beaucoup de poussière aussi, et tout ça considéré comme étant malsain, non hygiénique. Et on trouve vers 1900-1901 des articles dans la presse qui disent mais passons tout au blanc de céruse, au blanc de plomb, pour apporter de la lumière, comme le font les Anglais, bien sûr, perfide Albion, c'est-à-dire de passer tout au blanc, la couleur de l'hygiène. Et effectivement, tous ces décors post-haussmanniens, qui étaient extrêmement chargés, qui étaient faits de cramoisis, de bois vernis, de bois peint, de ciel décoratif, ont été en général ripollinés, passé au blanc. Et j'ai même un article de 1901, là certains d'entre vous goûteront peut-être la référence, dès 1901, c'est Paul Planat qui est le rédacteur en chef de la construction moderne, et qui dit on passe tout au blanc, c'est bien, c'est propre, ça apporte de la lumière, mais qui a dit qu'on devait tout passer au blanc et transformer nos appartements en sorte d'antique grange grecque. C'est très étonnant qu'on pourrait entendre Le Corbusier dans les années 25 qui lui prônait évidemment le passage au ripolin, hein. Il dira il faut tout passer au ripolin, tout passer en blanc. Donc ici je vous en montre un aussi. Sur la question des styles, c'est très amusant parce que cet immeuble du boulevard de l'Essert, c'est un immeuble en style Art Nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en 1909, l'Art Nouveau, ça devient un style comme les autres. J'allais dire qu'il y a le Louis XV, le Louis XVI et l'Art Nouveau, et ça pose de problème à personne. Et à l'intérieur, vous avez ici une structure en acier et béton, c'est-à-dire qui fait partie de ces immeubles avec des planchers béton. Je vais vous le montrer ici. Voilà l'intérieur. On est à l'entresol, donc le beau window ne se voit pas à l'intérieur, mais tout l'intérieur est décoré en style Louis XVI. Et un Louis XVI assez cossu, fin Louis XV, début Louis XVI. On est plutôt dans une des références, vous savez, à la façade arrière du Palais Royal.
Et de façon étonnante, on a une allure moderne à l'extérieur, et moderne en tout cas du XXe siècle, et puis une allure extrêmement culturelle, nostalgique à l'intérieur. Et puis cet immeuble, il m'étonne beaucoup. Toute la structure ici avec les colonnes qui sont des piliers en fait, ce sont des IPN, ce sont des piliers métalliques, hein, c'est du pilier rifté en acier, qui portent des planchers en béton, puisque nous sommes au-dessus de ces fameuses carrières de la rue de l'Albonie et du boulevard de l'Essert. Donc tous les planchers sont en béton, donc évidemment les derniers planchers sont des toitures terrasses. Et ici j'ai un architecte qui se montre très moderne, comme d'autres, à faire des toitures plates qui sont évidemment possibles par l'utilisation du béton. Je vous montre le plan du rez-de-chaussée, j'ai pas résisté, parce que quand on regarde la façade, on s'aperçoit qu'ici vous avez une petite porte par laquelle on rentrait les automobiles. Et ces automobiles, elles les étaient chargées ici sur un monte-charge à automobile. Et ce monte-charge à automobile, il descendait dans les sous-sols en béton armé, qui descendaient jusqu'au -3, et dans lesquels on rangeait les voitures. Alors autant vous dire que vu la taille des sous-sols sur les 4 immeubles, 5 immeubles, ce ne sont pas les voitures des locataires de l'immeuble, ce sont bien les voitures de tout le quartier. C'est-à-dire qu'on propose un service effectivement à l'ensemble du quartier. Et puis la partie haute, où évidemment vous avez les toitures terrasses et vous avez cette grande verrière vitrée, c'est-à-dire vous avez une espèce de loft atelier sur 2 niveaux. Je vous en montre la coupe ici rapidement. C'est-à-dire une typologie architecturale qu'on trouve d'ailleurs dans le 14e arrondissement à la même époque, mais qui est beaucoup plus de celle de l'espace atelier, le salon atelier, qui va devenir avec les modernes dans les années 20, effectivement le modèle de l'espace décloisonné, fluide, lumineux, tel que le développeront les Le Corbusier, les Malestévans après l'Expo de 25. Alors ça m'amène à évidemment cette allusion à Vers une architecture. C'était le titre d'un célèbre ouvrage de Le Corbusier en 1925. Simplement pour dire que quand on regarde ces immeubles en béton, avec des descenseurs monte-charge à automobile, avec l'électricité, l'ascenseur, etc., eh bien vous avez cette planche de Jeanne Hénard qui est très étonnante, qu'on comprend pas tout le temps, j'allais dire qu'on ne mesure pas tout le temps justement. Il vous montre ici l'immeuble actuel et l'immeuble du futur. Alors c'est Eugène Hénard, on est en 1903, il commence à imaginer des immeubles, avec, vous voyez, c'est pas des ascenseurs ou des monte-charge à automobile, c'est des descenseurs à aéroplanes. Et donc on va atterrir sur le toit des immeubles et descendre les aéroplanes et les ranger dans le sous-sol. Mais finalement c'est pas complètement absurde, c'est-à-dire qu'en fait il est simplement en train de voir ce qui est en train de se passer. C'est un constat de quelque chose qui est en route, avec ici il propose sous la chaussée de mettre tout le système d'acheminement du fret par des wagons, par des voies ferrées. C'est le métropolitain, puis c'est ce qu'on est en train de faire à Chicago à la même époque, où on est en train de mettre un réseau de transport des marchandises en souterrain. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée d'une modernité, mais qui a encore l'apparence des siècles passés, de la pierre de taille et des styles Louis. Alors quand on se débarrassera du style, si je vous montre un très grand architecte des années 30, Jean Fiedler, c'est l'immeuble de l'avenue Paul Doumer, il est juste en face du palais de Chaillot. C'est un immeuble 30, c'est-à-dire un immeuble art déco, un immeuble moderne, il n'y a plus une fioriture, il n'y a plus une coquille, il n'y a plus un décor Louis XV ou Louis XVI, c'est un immeuble éminemment moderne. En fait c'est un immeuble post-haussmannien, hein, c'est-à-dire qu'il est exactement distribué comme les immeubles de Sélogne 30 ans avant. Et on s'aperçoit que ce post-haussmannisme, il va durer assez longtemps, il va se prolonger durant les années 30, 40, voire jusqu'au tout début des années 50, puisque c'est une manière de construire et de concevoir la ville qui est principalement basée sur une architecture gabaritée, réglementée, dont les hauteurs sont évidemment contrôlées, et ça n'est qu'à partir de 50, surtout 60, quand on va faire exploser les gabarits, qu'il va falloir construire, ou qu'on voulait construire en tout cas des tours, qu'on va commencer à changer d'échelle, changer de paradigme, changer de modèle dominant, et qu'à partir de ce moment-là, le post-haussmannisme va disparaître d'une manière ou d'une autre, pour réapparaître avec force dans les années 80, et l'architecture des ZAC qui a repris finalement les recettes du 19e siècle, après les avoir tant critiquées durant les 30 glorieuses. Voilà, je vous remercie de votre attention, désolé pour le temps passé, et je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup pour cette passionnante conférence. Comme vous pouvez vous en rendre compte, nos micros sont un peu fatigués et nos micros volants le sont également beaucoup. Donc si vous avez des questions, il va falloir parler très fort. Notre conférencier pourra répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, la question que vous posez, donc savoir si le concours des façades fait partie du post-haussmannisme, oui, bien sûr. Et là, c'est toute l'action de la ville, en fait. Et le concours des façades est vraiment fait pour ça. Il est d'ailleurs assez amusant parce que la récompense, c'est que vous êtes exonéré de frais de voirie.
vous êtes exonéré de la taxe sur les fenêtres et sur les portes. Voilà. Et effectivement, il va vraiment favoriser le développement. Il est fait pour ça, il est pensé pour ça. J'en ai pas parlé, je me suis pas étendu. Mais en fait, les images que je vous montrais au tout début, et entre autres quelques-unes des photographies, je crois, sont issues des lauréats du premier concours des façades, dont fera partie Hector Guimard avec le Castel Béranger. Et je vous rappelle le jugement du jury, hein, qui dit que c'est une expérience intéressante, mais qui ne saurait être suivie, bien sûr. Il faudrait pas que ça se renouvelle. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Alors on ne le trouve pas. Il a participé à celui de 1902 avec l'immeuble de la rue Galante et de la rue Dante, que je vous ai pas montré, mais il n'a pas été effectivement primé. Oui. Alors sur la question concernant le nombre des constructions des frères Perret à Paris, il y en a pas mal. Là, vous pouvez regarder le dictionnaire dictionnaire des constructions d'Anne Dugas. Il y en a pas mal. Alors, des frères Perret, peut-être un peu moins que de la maison Perret avant les frères Perret. Parce qu'en fait, si vous regardez les façades, vous avez très souvent un architecte et comme constructeur, c'est Monsieur Perret. Alors, je sais plus c'est Claude Marie, je crois, ou Claude, le père d'Auguste Perret, qui était entrepreneur à Paris. Des constructions, vous avez les quelques immeubles construits par Auguste Perret du côté de la rue Rainoir, effectivement. Oui, à part le Conseil économique et social, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de constructions de ce type. Après, ils sont intervenus aussi comme entreprise, vers 1895 jusqu'à 1905. Là, vous avez tous les travaux de Joseph Abraham, l'œuvre complète, qui vous permettra de répondre à la question. Alors ça, c'est vraiment le manque de connaissances ou de reconnaissance, parce que là, pour le coup, Albert Selloni, à mon avis, est un très très bon. Il fait ça très très bien, mais il n'est pas le seul. Et là, vous avez effectivement un nombre considérable de maîtres d'œuvre de ce type, et qui sont alors dans l'ordinaire. Vous savez, quand vous voyez les signatures sur les façades d'immeubles en pierre, il faut pas se leurrer, hein. C'est pas la signature d'un maître au bas d'un tableau. C'est de la publicité. Vous avez vu comme l'immeuble est beau, je peux vous faire le même. Et c'est véritablement une démarche publicitaire. À partir de là, pourquoi ? Parce que ça, c'est l'ordinaire. C'est-à-dire, c'était ce qui dominait à l'époque en termes de production courante, et qu'à côté de ça, vers 1900, il y a des gens innovants, effectivement, comme Guimard ou Lavirotte, on les a vus, et puis d'autres qui sont même extrêmement innovants, comme Auguste Perret, qui vont faire plus tard les nouveaux modèles. Et que finalement, si je vous parlais, je pourrais vous faire exactement la même conférence avec le même type de discours, avec les grands architectes qui ont construit Sarcelles. Et là, vous me croiriez peut-être pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tout aussi inconnus aujourd'hui, alors que ils ont été à ce moment-là des gens qui produisaient le logement tel qu'on le produisait à l'époque, et qui était effectivement conçu dans un contexte qui était le leur, et j'allais dire de manière tout à fait justifiée et honorable. Alors sur le permis de construire, depuis quand il existe ? Depuis assez longtemps en fait. Déjà à l'époque de la monarchie, il fallait demander des autorisations, ça dépendait dans quel domaine, mais le problème des rois comme des autorités, quelles qu'elles soient, c'est de faire respecter ces règles. Alors il y avait des demandes d'autorisation de bâtir sous le Second Empire, dont on sait qu'il y avait aussi des dossiers avec des plans, des coupes, des élévations. Ils ont quasiment tous disparu dans l'incendie de l'hôtel de ville en 1870 lors de la Commune, mais il y avait toute une procédure, mais qui était moins stricte. En fait, la série V11 dont je parlais tout à l'heure des archives de Paris date pour les plus anciens permis de 1895, le moment où est réformé le permis de construire, où d'ailleurs les voyers vont porter maintenant le titre d'architecte voyer. Avant, ça pouvait venir un peu de différents domaines, ça devient vraiment des architectes à part entière. Ils ont un concours administratif qui existe toujours, hein, et le corps des voyers est créé à cette époque-là, le corps des architectes voyers, puisque les voyers avaient été déjà réformés à l'époque d'Haussmann. Et à partir de ce moment-là, vous devez déposer un permis de construire en bonne et due forme. L'administration a 1 mois pour vous répondre. Ce permis de construire doit comporter plan, coupe, élévation. Alors il y a des détails comme les pièces qui doivent être nommées, plan, coupe, élévation, côté bien sûr, et avec la dénomination du type de construction que vous faites et un propriétaire déclaré. Et avec ça, vous avez un rapport qui est fait, le rapport de grande voirie, qui est fait par l'architecte voyer. Comme il a 1 mois pour répondre, en général, il vous dit d'abord non. Non, aucune. Là, pour le coup, c'est vraiment une session gratuite et qui en plus vous occasionne des frais parce que vous devez la livrer en bon état. Donc quand vous ouvrez une rue, mais il vaut mieux ça que de la garder aux frais des riverains.
Parce que alors là, ça devient une catastrophe. C'est ce qui a suscité tous les lotissements insalubres, entre autres en banlieue et dans la périphérie parisienne. C'est-à-dire que vous achetez un bout de terrain, puis vous apercevez très vite que vous avez aussi la rue à entretenir. Et là, vous n'y arrivez pas. C'est comme ça qu'on a créé des zones entières insalubres, entre autres en banlieue parisienne. Là, je vous renvoie aux travaux d'Annie Fourcault, par exemple, sur c'était la banlieue en morceaux, le titre de son livre. Mais voilà, donc aucune compensation. Et vous avez même, à l'inverse, lorsque les propriétaires n'entretiennent pas les rues, on peut même les classer d'office. Alors vous avez une suite de lois qui vont être prises à partir de 1900, il y a le règlement sanitaire de 1905, puis les lois de 1906, 1908, la loi Ribot, la loi Cornudet en 1919. On va demander de plus en plus de garanties lors de la création de rues, de manière à ce qu'elles soient effectivement les plus saines possibles. Et puis avec l'imposition de mise en conformité sanitaire et bien sûr de plus en plus de rues qui sont livrées à l'espace public, données en tout cas à la ville. Le problème, c'est que là, on est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est des lotissements plutôt bourgeois qui vont bien. Et on veut se débarrasser de la rue. Mais en même temps, par le procédé de spéculation et de rentabilité du terrain initial qui a demandé à creuser une rue qui soit pas droite ou qui soit en impasse, la ville n'en veut pas. Et là, il y a une vraie guerre, une vraie lutte entre les propriétaires, et les syndicats de propriétaires sont rentrés aussi dans la danse, et la force publique, en fait, le représentant public, la mairie, la ville, qui effectivement ne veut pas prendre à sa charge des voies publiques qu'elle a déjà du mal à entretenir et qui lui coûtent déjà très cher. Donc là, il y a un phénomène un peu de contradiction entre cette nécessaire création d'espaces publics et sa gestion publique ensuite. Oui, alors que s'est-il passé à propos de l'inscription en façade, du nom et de la date, du nom de l'architecte, du nom du maître d'œuvre et de la date? Moi, j'ai entendu plein de choses là-dessus, je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Alors j'ai une opinion, c'est une intuition, c'est pas démontré, c'est un théorème quoi, c'est une question de foi, puisque j'avais entendu de la part de monsieur Laurent qui était architecte en chef, il doit être à la retraite maintenant, architecte voyer en chef, qui me disait il y a une loi qui l'impose. Moi je ne l'ai jamais trouvé. Je n'ai jamais trouvé de règlement qui impose de signer une façade, d'autant plus que vers les années 1830-40, on trouve très peu de façades signées. Puis à l'époque haussmannienne, je veux dire, c'est rarissime. Par contre, ça se développe d'une manière considérable avec les années 1890-1900. Pour moi, c'est vraiment un acte publicitaire. C'est de montrer, effectivement, je suis l'auteur, vous venez chez moi, c'est de la publicité, j'allais dire gratuite, elle est sur l'espace public. Et effectivement, Albert Sellonnier signe toutes les façades qu'il construit. J'ai aussi des façades qui ne sont pas signées, et dans Paris, nombreuses façades ne sont pas signées. Je n'ai jamais trouvé de règlement, mais peut-être existe-t-il. Là-dessus, je suis très prudent parce que on a eu de nombreuses discussions au sujet des règlements, c'est un peu compliqué. Règlements, textes de loi, décrets au niveau national, au niveau municipal. J'ai fait à peu près le tour de ce qui concernait la municipalité. Je n'ai rien trouvé concernant les signatures de façade. Oui. Alors l'idée en tout cas de lotissement où les façades sont toutes différentes mais toutes signées par le même architecte, ça c'est le cas de Sellonnier. Il n'en fait pas une pareille. Mais ça il y avait une très jolie formule au début du siècle dans la presse spécialisée. On appelle ça la diversité dans l'unité. C'est-à-dire qu'effectivement on cherche à diversifier l'espace urbain parce que alors on parlait de casernes au kilomètre, de clapiers à lapin. C'est comme ça qu'on qualifie l'haussmannisme dans les années 1880, de clapier à lapin, ça nous rappelle des choses. Et effectivement, on cherche la diversité là où l'haussmannisme était extrêmement monotone, créer un espace considéré comme inesthétique. Et donc la génération Art Nouveau, la génération Belle Époque, cherche au contraire la plus grande diversité possible. Et ça va passer, alors ça passe par des adaptations réglementaires. Là je suis pas rentré dans le règlement parce que si je commence là vous allez le règlement urbain, mais c'est par exemple le fait d'autoriser les saillies de façade. Je vous rappelle juste qu'elles étaient interdites depuis 1607, c'est Sully qui les interdit à Paris. Aucune façade ne doit saillir au-delà de l'alignement, aucun élément construit. Et à l'époque haussmannienne, Dieu sait si c'est parfaitement respecté. Et ça va être un des outils de la diversité, c'est de permettre la création des fameux bow windows, qui littéralement en anglais veulent dire fenêtre en arc. En Angleterre, on appelle ça des bay windows, B-A-I-E, à la française. Et tout ça avec au départ des baies qui sont en fait des balcons couverts fermés. Vous avez tous vu ça à Paris. Ce sont ces cages métalliques que l'on appelait des vérandas, D-A-H. Ça venait du Maroc. C'est très étonnant. Et c'était tout simplement... Alors c'est génial parce que on vous explique, c'est du mètre carré gratis.
Ben oui, vous le payez pas. Les tableaux que je vous montre avec le prix du mètre carré, moi je me souviens à la commission du Vieux-Paris, quand je travaillais pour des questions patrimoniales, que devant un promoteur, on lui disait mais vous pouvez pas laisser ce petit escalier, il est joli, il fait que 4 mètres carrés. Et le promoteur me répondait 4 mètres carrés, vous savez à combien il coûte le 4 mètres carrés sur 7 étages? Combien ça me coûte? Et bien effectivement, ici vous avez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres carrés qui peuvent être gagnés au-dessus du trottoir. C'est gratis. Et effectivement, ça agrandit les appartements. On parle à l'époque de ces... Alors, par rapport à, par exemple, un immeuble comme celui-là, on parle de façades ventrues comme des commodes Louis XV. Aux façades, ces excroissances poussées au dehors par la pléthore locative. J'adore. Et voilà, les locataires poussent les murs. Hein, et c'est vraiment ça. Alors, d'un autre côté, effectivement, ça crée des accents. Alors le côté commode Louis XV est très intéressant, là aussi je peux pas rentrer dans les détails, mais l'immeuble post-haussmannien comme celui-là, le Louis XV, c'est plutôt un Louis XV d'argenterie, hein, de petites cuillères et de cafetières qui est agrandi à l'échelle de l'immeuble. Parce que c'est pas une copie de l'architecture Louis XV, on n'a jamais vu d'architecture Louis XV comme ça, enfin, c'est plutôt oui, du service de table rapporté à l'échelle de la ville, ce qui est quand même assez incroyable en termes de changement d'échelle. C'est presque un travail de designer, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette démarche. Alors, d'où venaient les matériaux? Est-ce que la Seine était ou pas un vecteur? Oui, probablement, mais depuis l'époque haussmannienne, les matériaux, la pierre, entre autres la pierre de taille, hein, qui était à l'époque haussmannienne sur les grandes percées, était obligatoire. Hein, je vous rappelle que je sais pas, c'est avenue de l'Opéra, vous signez un contrat quand vous achetez une parcelle qui a été expropriée par la ville, vous la rachetez, vous devez construire un immeuble à toute hauteur permise par les règlements, avec même ligne de balcon, corniche et moulure en pierre de taille. Vous n'avez pas le droit à la brique. Et la pierre de taille, elle vient d'où? Elle vient de Bourgogne et elle est acheminée par chemin de fer. Et quand elle rentre dans Paris, non seulement elle fait fonctionner le train, mais en plus, quand elle rentre dans Paris, vous payez une taxe sur chaque bloc de pierre que vous rentrez. Donc, vous payez l'octroi. Donc là, c'est toute la dynamique économique de l'époque. Là, pour le coup, la répartition, c'est une répartition sociale de la ville. Il y a des quartiers qui marchent pas. Je vais vous prendre juste dans une autre vie, j'avais fait un petit travail sur le boulevard Henri IV. C'est simple, la ville, vous savez, c'est le principe des expropriations. On exproprie à un prix X et puis on espère revendre une fois qu'on a fait la percée, avenue de l'Opéra ou boulevard Henri IV. Et donc on va opérer une plus-value. C'est-à-dire que les terrains bordant la nouvelle avenue vont valoir plus cher que le prix qu'on les a payés. Ça permettait, c'était les fameuses dépenses productives de Perzini, ministre des Finances de Napoléon III. Ça n'a jamais marché, hein. Mais c'est pas grave. Cette idée que avenue de l'Opéra, on exproprie le terrain à 150 francs le mètre carré. On le revend 1000 francs le mètre carré. Boulevard Henri IV, on l'exproprie 150 francs à la même époque, hein. On le revend 150 francs. C'est-à-dire que ça marche pas. Et pourquoi? Parce que le boulevard Henri IV, c'est le long du Marais, entre le Marais et les quartiers autour, de l'autre côté du canal Saint-Martin, l'actuel boulevard Richard Lenoir, quartier populaire, industrieux. Les spéculateurs n'y vont pas. Ce sont forcément des constructions à loyer moyen ou modeste, donc peu rentable. À l'époque, en fait, le plus rentable, ça s'était très bien expliqué par les historiens de l'économie, ce sont les loyers bourgeois les plus élevés. Et en fait, il y a et très bizarrement, c'est ce qui va créer la crise aussi. C'est que très vite, le marché va se saturer avec les très hauts loyers, les loyers les plus élevés. Et pendant que de l'autre côté, on a une vraie crise du logement, c'est-à-dire que c'est toute la politique des HBM qui va piétiner. On ne crée pas suffisamment de logements pour les populations, disons, les plus fragiles ou les plus modestes. Et en fait, cette répartition sociale des immeubles de Séloigné, c'est parce que lui, il est sur le marché qui marche le mieux, c'est-à-dire le moyen et le moyen haut de gamme, parce qu'il n'est pas encore dans le luxe, hein. Un peu, il a fait quelques hôtels particuliers, il a travaillé pour Louis de Monaco, hein, du côté du 16e arrondissement, c'est lui qui est l'auteur de l'hôtel de Monaco, donc il fait effectivement des choses de très haut de gamme, mais en matière d'immeubles, il reste dans le moyen haut de gamme. 15 000 francs l'année, c'est pas encore, c'est mes plus hauts loyers, on peut aller jusqu'à 25 000 francs l'année pour les immeubles dans le 8e arrondissement. Sur ce secteur-là, ça marche, et en fait on s'aperçoit que Albert Séloigné, mais comme d'autres, sont sur le secteur qui marche à l'époque. Et ce secteur, il marche où? Il marche dans les quartiers dynamiques, par exemple le sud du 14e, où là vous êtes dans une architecture de moyenne gamme, c'est des loyers à 1000, 2000, 3000 francs l'année. Alors si vous voulez savoir ce que vaut 3000 francs, personne ne va me poser la question, ce que valent 3000 francs de 1901, en fait on a un outil, c'est le déflateur de l'INSEE. Vous mettez un franc de 1901, un ancien franc de 1901, puisqu'il faut distinguer, j'ai fait l'erreur tout à l'heure, je me demandais pourquoi j'arrivais à des sommes aussi astronomiques. En fait le franc de 1901 vaut, et quand je parle d'un loyer de 13 000 francs, ça vous donnera une idée
13 000 francs annuels, vaut 3,87 € actuels de 2015 pour ce qui est du coût de l'argent en francs, en euros constants. Donc on multiplie par 3,87 et on a une idée du prix. Alors quand on voit les loyers, d'abord ça donne une grande disparité. Je vous dis, moi j'ai des loyers qui vont de 400 à 13 000 francs. C'est quand même énorme. Et quand on sait que la part du loyer, c'est entre, alors il y a des débats à l'époque, entre 10 et 15% du revenu d'un foyer, voilà, ça nous donne aussi une idée en creux des revenus possibles entre des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, et puis les fameux rentiers, parce que les plus beaux immeubles qui sont là, ce sont des gens qui vivent de rente. Ils n'ont pas de profession. Et pourquoi j'en suis sûr? C'est parce qu'ils ne sont pas déclarés dans les calepins du cadastre. Dans les calepins du cadastre, les agents du fisc, lorsqu'ils relèvent les valeurs locatives, vont mentionner toutes les professions imposables et imposées. Et quand il n'y a pas de profession, ce sont des gens qui vivent de leur rente, tout simplement. Et effectivement, une bonne partie des Parisiens qui vont s'installer dans ces immeubles sont des gens qui ne travaillent pas. Ils ont des rentes financières qui leur viennent d'ailleurs très souvent. Ils louent leur appartement, par exemple chez un célonnier ici, et puis ils possèdent 2 ou 3 immeubles, par ailleurs, qui sont des placements rentable. Et c'est comme ça qu'on vit effectivement à l'époque. Alors pour tout vous dire, un bourgeois 19e, on place un tiers en bois, un tiers en bourse, un tiers en immobilier, quoi, en pair. Et on divise un peu, on met 3 paniers, et on divise sa fortune entre la bourse, le bois, parce que ça continue d'être important, vous parliez des matériaux, et puis la pierre, bien sûr, la construction. Oh, je crois qu'il y a une longue descendance d'architectes, je crois. Oui, d'abord je voudrais féliciter M. Markovitch pour cette conférence extraordinaire. Et son livre, que je vous conseille, il est très intéressant sur beaucoup de points de vue, sur les architectes, je dirais sur l'évolution de l'architecture et des architectes, comme il l'a très bien expliqué d'ailleurs, et puis sur notre famille, alors, puisque vous m'en posez la question. Donc, alors, mon arrière-grand-père souhaitait que son fils soit architecte, et donc mon grand-père a fait les études d'architecture des Beaux-Arts, puisque c'était dans le souhait de son père qui n'avait pas pu le faire. Mais mon grand-père n'était pas fait il n'avait pas du tout les mêmes qualités que son père. C'était pas un homme d'affaires, et c'était pas non plus un praticien. C'était un artiste. Donc il a été peintre. Il a été peintre, il a passé sa vie à exposer aux artistes français, et puis il s'est pas intéressé à l'architecture. Mais ensuite, ma mère a épousé un architecte breton qui était également le fils d'architecte. En les années 1900, mon grand-père maternel, Charles Coinon, a construit des immeubles à Rennes, dont un immeuble typé Art Nouveau, qui est assez connu. Et puis, mon père était architecte, mon oncle était architecte. Il a été également architecte du Saint-Sépulcre, parce qu'il a eu une vocation tardive. Il est rentré chez les Dominicains. Et puis, il a été envoyé, c'est une façon de parler. Les Dominicains avaient un couvent à Jérusalem. Il a passé 25 ans de sa vie à restaurer le Saint-Sépulcre. Alors moi, modestement, j'ai suivi cette carrière, et j'ai passé ma carrière d'architecte à Rennes, en Bretagne, où j'ai construit. Et c'est un métier magnifique, et je pense que je le dois à mon arrière-grand-père Albert Célonnier, que vous nous avez fait connaître, et je vous en remercie. Voilà.